Eh bien, merci de passer le vendredi en cette matinée. Il y a tellement de monde dans le studio RTL qu'il est maintenant grand temps de démarrer la présentation qui devrait se terminer d'ici 1h20 à peu près. Alors, on y va. Attaquons avec les négociateurs. On a mis tout ce qu'on avait dans le jardin. Regardez, il y a Bernard Sabat, il y a Hervé Pouchol, il y a Laurent Rissel. Allez, mets-moi tout ça dans le camion, tu me les amènes à RTL. En ce qui concerne les avocats, pareil, j'ai dit vous me faites un blot. Nous avons notre maître d'encoin qui est là. Bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Nous, elle est déjà venue dans l'émission, c'est son deuxième passage. Maître Adou qui est avec nous. Bonjour maître. Bonjour Julien. Dont on rappelle qu'elle est spécialisée dans... Le droit du numérique. Eh ben voilà une qui sait quel est son métier. Parce que quand je demande aux autres, elles ne savent jamais. Ça, c'est un bon point pour vous. C'est un bon point. Stanislas Vignon, je vois là des femmes qui me regardent bizarrement. Est-ce qu'il y aurait des problèmes particuliers avant d'attaquer le premier des cas? Est-ce que ce sont des cas compliqués? Effectivement, elles ont plusieurs problèmes, Julien. Nous allons les traiter tout au long de la matinée et vous allez voir notamment le premier problème de Julie. On va parler d'une relation très houleuse qui s'est malheureusement mal terminée. Allons-y tout de suite. C'est parti pour la première mission de la matinée. Vous êtes sur RTL. Et sinon, je suis là. Ça, vous voyez, par exemple, vous pouvez zapper sur toutes les radios. Nulle part. Vous n'entendrez nulle part sur France Inter tout d'un coup quelqu'un dans un coin du studio qui dit « Hé, je suis là !» Oh, pardon, Olivier Delard pour l'envers des étiquettes. Excusez-nous, Julie, il pensait qu'il était plus important que vous. Julie, que faites-vous dans la vie? Je vois que vous êtes assistante administrative et comptable et que vous arrivez de Moselle. Exactement. De Terville. Exactement. Est-ce que ça vaut le coup d'emmener en voyage romantique quelqu'un à Terville? Non. Bien. La franchise restant le maître mot de cette émission. Vous vivez entre 2013 et 2021, ça a donc démarré en 2013, une relation amoureuse avec un jeune homme et pendant 6 ans vous allez vivre ensemble. Vous êtes en location? Oui, c'est ça, exactement. Les deux sur le bail? Exactement. Malheureusement, la relation devient houleuse, ça peut arriver. En 2019, une énième dispute éclate et votre voisine va même prévenir la police. Ça a vraiment été chaud ce soir-là? Exactement. Il y a eu des menaces? Il y a eu un coup de poing qui a été asséné au visage. Vous avez reçu un coup de poing? Exactement. Et du coup, j'ai donc été amenée à l'hôpital. Lui a été conduit au commissariat. Une plainte a été ouverte par le procureur de Thionville. D'accord. Il a été jugé du coup aussi pour violence conjugale. Elle a été condamnée à quoi? 5 ans de sursis, une amende et c'est tout. Et l'amende, il l'a payée, mais Oui. c'est à vous qui l'a payé l'amende? Non, pas dans ces cas-là, pas quand il y a violence, maître d'encoin. Ça peut être des dommages et intérêts, Julien, et donc je pense que vous avez fait valoir votre préjudice moral et Pas du tout, parce qu'à cette époque, justement, j'étais encore sous emprise et D'accord. j'ai pas voulu faire plus de problèmes que ça. donc vous n'êtes pas constitué partie civile, Voilà. donc c'est effectivement une amende en dédommagement. C'est sur l'action publique, il a été condamné à une amende qu'il a réglée. Tu vas toucher l'État? Tout à fait. Ah bah, dis donc, c'est pas pour elle, c'est elle qui prend le coup de poing et c'est Oui, mais l'État elle qui n'a va pas toucher. osé, comme ça arrive souvent malheureusement dans les violences conjugales, oui, vous alors n'avez là- pas osé vous constituer partie civile, donc on ne peut pas solliciter de réparation. Ça, faut-il le savoir? Et en tout cas, je l'apprends. Donc, si il arrive quelque chose comme ça, il faut bien dire je me constitue partie C'est civile ça, pour tout à pouvoir fait. toucher de l'argent. Exactement. Vous vous constituez partie civile, vous sollicitez une réparation, vous faites valoir votre préjudice. Exactement. Alors, vous êtes sous emprise et vous décidez de revenir avec lui. Exactement. Ça, je ne le juge pas parce que malheureusement, c'est le quotidien de beaucoup d'hommes et de femmes. Quand on est amoureux, quand on est comme ça sous emprise, rien ne peut arrêter la relation. Donc, vous repartez avec lui et en 2021, vous prenez la décision d'arrêter définitivement parce que vous sentez qu'elle est très toxique pour vous. Quel est votre sentiment pour lui dire j'arrête? En fait, j'aurais déjà dû arrêter au moment propice. Sauf que, comme je disais, j'étais sous emprise et c'était très compliqué pour moi de lâcher prise, lâcher tout ce qu'on avait, entre guillemets, construit ensemble durant ces 8 ans. Et en 2021, en fait, c'était que des engueulades sur engueulades, engueulades sur engueulades, et j'en pouvais plus, je pouvais plus vivre là-dedans. Et je me suis dit, en fait, quitte à tout perdre, tant pis, vas-y, vis. Sage décision. Lorsque vous l'annoncez une nouvelle fois, il s'énerve. Et là, maintenant, il ne s'en prend pas à vous, physiquement, mais il va s'en prendre à la maison. Il s'en est pris à moi physiquement et à la maison. Et alors, vous aussi? Oui. Une deuxième fois? Oui. Vous avez redéposé plainte? Non. Bon. Et il va dégrader la maison que vous aviez en location. Donc, il va dégrader les portes, les radiateurs, certains meubles de location. Vous allez déménager pour commencer une nouvelle vie.
Et il vous faut faire l'état des lieux de sortie Exactement. avec le propriétaire bailleur et votre ex-conjoint. Les dégâts sont notés, donc il reconnaît avoir tout cassé. Exactement. Bon, très bien. Le bailleur décide donc de porter l'affaire en justice parce qu'il ne règle rien, il ne paie rien de tout ça. Au moment où on a fait l'état des lieux, il a reconnu que c'était donc lui qui avait effectivement tout cassé, que les dégâts revenaient à sa charge et qu'il allait les payer. Sauf que à ce moment-là, moi, j'ai donné mon adresse, ma nouvelle adresse. Lui n'a pas voulu donner d'adresse. Donc le propriétaire, quand il a voulu se retourner contre lui, n'avait pas d'adresse et donc solidairement parlant, vu que j'étais sur le bail, s'est retourné contre moi. Donc aujourd'hui, le jugement que nous avons sous les yeux, Maître Dancoing, condamne Julie à payer combien ? Alors on est sur une somme de 4 158 € qui concerne finalement, Julien, les réparations locatives qui en fait finalement sont liées au fait que ce monsieur s'est énervé, il a cassé ce que vous avez évoqué tout à l'heure, sauf que vous êtes in solidum, ça veut dire que c'est sur la tête des deux et comme l'huissier ne trouve pas son adresse, il est aujourd'hui introuvable, on ne peut pas lui demander à minima la moitié des réparations et des frais des 4 158. Nous allons à la recherche de quoi, Stan ? Nous appelons ce monsieur évidemment dans quelques instants pour lui demander quoi très exactement ? On lui demande de payer la moitié de la condamnation, sachant qu'elle est déjà bien sympa, Julie, parce qu'au final, elle a été condamnée, alors que je le rappelle, ce n'est pas elle qui a tout cassé dans l'appartement. Elle n'a rien fait, mais elle a été condamnée in solidum, donc elle dit bon, moi je veux bien payer ma part, mais il faut quand même que lui paye, c'est quand même lui qui a tout cassé au départ, donc au moins qu'il paye la moitié. Sauf qu'elle n'a pas déposé plainte pour la casse, etc. Donc, si vous voulez, c'est ça le problème, Stan, c'est qu'il aurait fallu que tout de suite elle dise il a tout cassé pour qu'il soit accusé de l'avoir fait. À partir du moment où elle n'a rien fait, c'est moitié-moitié. Là, ça va être compliqué de. Mais je suis d'accord, c'est moitié-moitié, mais donc il paye sa moitié. Oui, mais vous me le dites pas moi, c'est pas moi qui pour le moment. Vous allez me parler un petit peu différemment, non mais sans blague. Il n'a qu'à payer sa moitié, t'as compris ? Bon, alors, allez-y. Oui, non, sur les dégradations volontaires, déposer plainte, en fait, vous n'aviez pas, vous, d'intérêt à agir. C'était plus la propriétaire qui aurait pu le faire. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, ça aurait permis quand même de justifier, mais il a reconnu les faits. Donc, finalement, c'était pas forcément utile. J'ai vu que vous aviez déposé plainte, par contre, parce qu'évidemment, Julien, il s'est pas contenté de dégrader, il vous a insulté, etc. Bon, je passe les détails, mais vous avez quand même déposé plainte. Et surtout, on est sur du droit civil pur. Donc, le bail fait que c'était à vos deux noms. Et donc, vous êtes, encore une fois, comme on l'a dit, solidaire, malheureusement. Mais c'est vrai que, normalement, c'est à lui de payer l'intégralité. Nous allons lancer l'appel. Aujourd'hui, c'est compliqué financièrement ? De payer tout ça ? De payer tout ça, oui. Ça reste compliqué. Et ce qui est compliqué, c'est que 5 ans après, je me retrouve encore avec toute cette histoire sur le dos qui a été très compliquée. Vous aimeriez tourner la page ? Exactement. J'ai à l'heure actuelle un bébé et mon conjoint qui n'ont rien demandé dans tout ça. Et... D'accord. Ça se passe bien avec le nouveau conjoint ? Ça se passe très très bien. Parfait. Non, je demande parce que vous savez souvent, oui. Si vous permettez, je trouve que, moi je suis touché par le fait qu'il y a une décision de justice qui peut apparaître injuste à votre égard, et vous la respectez. Et c'est rare ici qu'on entende des gens nous dire ok, ben voilà, le juge il a décidé ça, c'est pas ce que j'aurais voulu, parce que j'imagine que vous auriez voulu qu'il soit seul condamné pour les dégradations. Exactement. Mais vous l'acceptez parce que la justice elle est au-delà de nos avis personnels. Et j'ai de mon côté pris un avocat en fait au moment où il y a eu le jugement pour essayer de me défendre moi-même, mais la clause de solidarité fait que c'est comme ça, et c'est pas autrement quoi. Donc maintenant que cette conversation entre Olivier Dauvert et Julie qui se prend au bistrot de la place est terminée, nous allons peut-être pouvoir lancer un appel, Stan, s'il vous plaît. Oui. Merci Hervé Pouchol, je suis tellement désolé Hervé. Mais c'est une technique que je connais de vieux roublard. Il occupe le terrain pour vous empêcher de faire votre métier. J'ai bien compris. Pour pouvoir dire en fin de saison, vous voyez, est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose ? En me reversant leur cachet, on serait bien plus efficace. Et me la fera pas à moi. Allez, nous appelons. Julie, j'espère qu'il sera pas violent avec nous au téléphone. Hein. Un peu peut-être ? Je peux me permettre, s'il commence à être violent, je préfère ne pas répondre. Ah oui, d'accord. Je vais m'en occuper. Vous voulez que ce soit moi qui prenne les coups ? Voilà. Oui, merci. On l'appelle le paratonnerre. Allô ? Oui, bonjour. Maxime, vous m'entendez ? Oui. Maxime, vous allez être un peu surpris. Je vous demande de ne pas raccrocher. J'en ai pour 5 secondes. C'est Julien Courbet. Nous sommes en train de faire l'émission pour RTL. Oui. Maxime, je suis avec Julie. Bon, on a vu le jugement par rapport à tout ce qui s'est passé, peu importe. Et vous savez que vous avez été condamnés tous les deux. Et normalement, c'est à 50-50 pour les dégradations de l'appartement. Ouais, voilà, vous appelez pas le bonjour. Pardon ? Vous appelez pas le bonjour. Je suis devant une église sur un enterrement, donc j'ai pas que ça à faire. Bon, ok monsieur, mais sachez que ce matin on fait l'émission de radio et on parle de vous et je veux pas qu'après vous me disiez, vous avez dit des choses, j'ai pas pu me dire si c'était vrai ou pas. Simplement ma question, elle est toute bête. Vous comptez pas payer votre moitié, monsieur ? Si c'est ce qu'elle pense. Non, je vous pose la question, monsieur. Je donne raison à personne. Je vois juste une condamnation que j'ai sous les yeux. Je n'ai pas besoin de débattre. Elle sait très bien ce que je pense. S'il faut payer, je paye. Je l'ai répété 40 fois. Je ne vais pas le répéter une 50 fois. Oui, mais vous le faites pas, monsieur. Non, c'est pas le bonjour.
Maintenant, ce n'est pas le bonjour. Je viens de vous expliquer, je suis devant une église, j'ai perdu une tante. Oui. Je n'ai pas que ça à faire de discuter une émission. Mais monsieur, vous avez tout cassé dans l'appartement. Payez au moins la moitié, c'est le jugement qui le dit. Je lui ai répété 12 fois. Mais pourquoi vous le faites pas, monsieur? Mais vous le faites quand? Bon, allez, passez une agréable journée. Bon, alors monsieur, bon, voilà. Ça j'adore parce que c'est un grand classique, mais j'ai jamais dit que j'allais pas payer. Voilà, effectivement. Donc maintenant, allez tous au restaurant, ce soir, vous vous faites servir, quand il vous emmène l'addition, vous vous levez pour partir, et si jamais le patron du restaurant vous dit, mais vous ne payez pas, j'ai jamais dit que j'allais pas payer, j'ai dit que je ne paierais pas maintenant. C'est fou ça. Oui, parce que la particularité quand même, Julien, de ce dossier, c'est qu'à la différence d'autres dossiers qu'on a pu avoir sur des reconnaissances de dettes, etc., là quand même sur la tête, passez-moi l'expression de Julie, on a une décision exécutoire. Donc vous avez eu des saisies. Exact. C'est ça aussi tout le paradoxe de ce dossier. Est-ce qu'elle a une possibilité juridique? Parce que là, ce monsieur vient de dire, j'ai pas dit que je paierais pas, j'ai juste dit que j'ai pas le temps de m'en occuper, d'aller revoir le juge en lui disant, voilà monsieur. Alors, voilà ce qu'il dit publiquement. Est-ce que vous pouvez faire moitié-moitié? C'est pas tout à fait comme ça, Julien. Soit effectivement. J'aimerais bien que ça soit comme ça. Oui, je comprends. Changer la loi. Soit il y avait moyen de faire appel, mais c'était pas opportun. Non, c'est plutôt qu'on a une action possible sur le fondement de l'article 1317 du Code civil, c'est-à-dire, c'est en fait mettre en cause, parce que lui, il est co-débiteur solidaire. Donc, si jamais vous payez un trop-plein. Pourquoi le commissaire de justice, il va pas chercher un peu là-bas? Parce qu'apparemment, il est insolvable ou il le trouve pas. C'est bien ça la difficulté. C'est quoi l'histoire? Il est insolvable ou il le trouve pas? L'histoire, c'est que le commissaire de justice, donc l'huissier qui m'a contacté, me demande de payer la totalité et ensuite de me retourner contre monsieur. Alors. Mais pour cela, il me faut son adresse. Sauf que je n'ai rien du tout et il ne veut rien me donner parce que son dernier message, c'était si on ne me retrouve pas, je ne paye pas. Très bien, parce que pas idiot non plus. Est-ce que nous, on en sait un petit peu plus, nous, mon Stan? Laura, vous en savez un petit peu plus? Alors, en tout cas, on sait que ce monsieur travaille, parce que dans l'enquête de Thomas Renard, quand il a vérifié son numéro de téléphone pour voir s'il fonctionnait, il lui a tout de suite répondu « Je ne peux pas répondre, je suis au travail ». Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Quand on sait que Julie, elle, se fait prélever quand même 360 € par mois, ça serait bien qu'on fasse pareil pour ce monsieur. Mais grâce à votre... vous avez un agent secret qui n'est pas capable de vous dire par rapport au numéro de téléphone où habite ce monsieur, Stan? C'est un petit peu compliqué, malheureusement. On n'a pas trouvé d'informations du côté de ce monsieur, même avec nos sources secrètes. Bon, alors là, on va essayer de le rappeler. Hervé Pouchol, donc vous êtes sur le coup. Bon, ce monsieur est à un enterrement. Alors, c'est certainement vrai. Alors, évidemment, on va pas l'appeler pendant la cérémonie, mais voilà, déjà, on va lui laisser le temps de réfléchir un petit peu et d'avancer là-dessus. Et si vous connaissez ce monsieur, appelez-le peut-être en lui disant c'est pas très sympa parce que t'as tout cassé, elle paie déjà la moitié et ça serait bien que tu honores ta décision, mais il suffit pas de dire mais je vais payer un jour et qu'elle arrête de m'embêter. C'est ça qui m'ennuie à chaque fois, c'est qu'elle arrête de m'embêter. C'est pas elle qui a cassé, c'est pas elle qui s'est fait tabasser. Donc soyez sympa monsieur. Oui Julie? Je crois que vous vouliez rajouter quelque chose. Non. Bon, ok. Donc Thomas Renard est toujours sur le coup, Stan. Il est toujours sur le... Je l'ai vu passer dans les couloirs tout à l'heure, il tenait une poule dans la bouche, dis donc. Nous allons maintenant demander à Olivier Dauvert de voir s'il est toujours aussi efficace que d'habitude avec cette question, puisque vous posez vos questions sur ça peut vous arriver @rtl.fr. Notez bien, Maître Adou, comment il répond, puisque si vous êtes là, vous l'avez bien compris, c'est pour prendre sa place assez rapidement sur un autre thème. Vous dites manger français, Dauvert, mais ce n'est pas forcément un gage de qualité. Eh bien, il a raison, celui qui nous dit ça. Moi, quand je dis manger français, je dis pas que c'est supérieurement qualitatif, que ça a meilleur goût, que vous savez, vous pouvez très bien faire du porc en Espagne, en Allemagne et en France, de l'élevage de porc, avec la même race, le même type de bâtiment, le même type de ration alimentaire. Vous aurez le même porc à la sortie et il fera le même jambon. Sauf que je dis que l'éleveur français, il aura travaillé si vous achetez un produit français. Donc moi je place pas ça du tout sur le terrain de la qualité gustative quand je dis manger français. Je dis juste que derrière un aliment dont la matière première a été fabriquée ou produite en France, il y a un éleveur français, un agriculteur français. Et donc je parle pas de qualité organoleptique. Oui, parce qu'ils gagnent pas leur vie, parce qu'on a du mal à transmettre les exploitations, parce que qui veut travailler 80 heures par semaine pour moins qu'un SMIC? Pas beaucoup de personnes, donc il faut revaloriser ce métier. Donc en réalité, quand je dis manger français, c'est parce que la valeur sociale du produit est supérieure. Pour le reste, chacun est libre de considérer. Vous achetez une voiture française, on ne va pas vous mentir et vous faire croire qu'elle est peut-être meilleure qu'une voiture japonaise, coréenne, etc. Mais vous faites travailler l'industrie française. Donc il faut regarder ce que j'appelle moi la valeur sociale. Ça a une vertu quand même, c'est de maintenir de l'emploi chez nous. Merci Olivier Dauvert. Maintenant, il ne faut plus rester là. Nous allons donner la parole à Marina. Alors Marina, vous ne vous rappelez pas de son cas? C'est Karine. Non, pas vous. Ah non. Je sais bien.
Encore une fois, Stan, Une fléchette. vous bien à avez côté. fait venir des comédiens qui ne connaissent pas leur texte. Je vous demande pas si vous appelez Marina. Je veux dire, on va accueillir une Marina, vous ne vous rappelez plus de son cas. Ah non. Mais voilà, parce que vous n'écoutez pas l'émission, c'est ce que je voulais que tout le monde entende. Mais nous allons vous aider quand même, attention. Marina, bonjour. Bonjour Julien, bonjour tout le monde. Bonjour Marina, vous nous appelez d'où déjà Marina ? À côté de Cambrai, dans le nord de la France. Très bien, et Marina est chef d'entreprise spécialisée, je crois, elle accompagne les managers, si je me rappelle bien, dans leur stabilité, notamment émotionnelle. Marina revient d'un voyage d'affaires au Maroc, monsieur Sabat, à bord d'un avion d'une célèbre compagnie, et on va lui perdre sa valise. Alors, ça vraiment Bernard, on est bien d'accord que c'est des problèmes qui vont arriver de plus en plus, puisqu'il y a de plus en plus de vols avec les low cost, et c'est tant mieux. Donc, qui multiplie les vols, multiplie les pertes de bagages. 350 000 bagages sont perdus annuellement. Donc vous imaginez ce que ça représente. Donc il faut automatiquement les rembourser. Il y a des conventions qui les obligent au niveau des compagnies aériennes. Je mets un AirTag moi dans les miens. Ça coûte rien. Je mets un petit AirTag. Au moins on sait parce qu'ils savent pas où elles sont. Donc je leur dis, elle est là ma valise à tel endroit et au moins ça peut faire. Ah non mais ça fait gagner énormément de temps. Hein. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien là on lui perd sa valise et malgré la promesse de remboursement, la compagnie fait la sourde oreille. Qui avez-vous appelé s'il vous plaît, Bernard Sabat ? J'ai appelé la direction d'Air France pour comprendre ce qui s'était passé. Marina, logiquement, ne voulait pas mettre son bagage en soute. C'est lorsqu'elle est arrivée à la porte de l'avion, elle a dit tout est complet, donnez votre bagage. Donc automatiquement, elle avait un ordinateur, elle avait des bijoux, des choses de valeur, évidemment, qui ont posé problème chez Air France et qui ne voulaient pas la croire. Tout simplement parce que les bijoux, lorsqu'elle a fourni les factures, étaient au nom de son mari. Quand un mari fait des cadeaux, il ne met pas au nom de sa femme, il met la facture à son nom. L'ordinateur qu'elle avait était l'ordinateur d'un collègue. Air France n'a pas voulu la croire. Donc je me suis battu par rapport à ça pour leur dire écoutez. En plus, on est les premiers à dire que Air France est l'une des plus belles compagnies du monde et on le pense vraiment. Et Olivier Dauvert qui passe son temps dans les avions et les trains peut vous le confirmer. On a la chance d'avoir une belle compagnie. Mais là, pour le coup, c'était, rappelez-vous Stan, un dialogue de sourds. Rappelez ce que nous disait la dame quand on l'appelait. C'était assez cocasse de lire les échanges entre Marina et cette compagnie aérienne, puisque la compagnie lui avait dit, écoutez, après enquête, malheureusement, nous ne pourrons pas vous indemniser comme convenu. Nous avons fait les vérifications et nous avons trouvé un couac dans votre dossier. Marina dit, attendez, je comprends pas, quel est le couac ? Et à chaque fois, on lui disait, désolé, nous ne pourrons pas vous faire indemniser grand-chose car de il y a plus. un couac dans votre dossier. Vous indemniser, il y a un couac, nous ne reviendrons pas sur notre position. Non mais d'accord, vous ne reviendrez pas sur notre position, mais pourquoi ? C'est quoi votre position ? Pourquoi ? C'est quoi le couac ? Et ainsi de suite. Et c'était comme ça un échange, un dialogue. Rappelons quand même qu'il y avait des objets dans la valise, ma chère Marina, une paire de tongs Lidl, une boîte Ça n'a pas pris. Lou Gascoun. Il y avait quand même des choses de valeur, on est bien d'accord Marina ? Oui, tout à fait. Non mais il n'y avait pas ça, hein. Attention parce que les gens vont le croire. Il y avait des objets de valeur. Que s'est-il passé grâce... Alors on va voir si Air France mérite ce titre que nous donnons. C'est pardon ? Vous êtes très bon pour le suspense. Que s'est-il passé Alors je vais refaire. Et Marina, malheureusement, vous avez des choses à nous annoncer. Lesquelles ? Eh bien, moi j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Une très bonne nouvelle et un grand merci à toute l'équipe en fait. Si on pouvait avoir la nouvelle, ça nous arrangerait. C'est quoi la nouvelle ? Après le passage dans l'émission, donc je suis passée dans l'émission le 25 mars, j'ai été contactée par Air France, tenez-vous bien, le 1er avril. Ah, donc, vous n'y avez pas cru ? Je vous avoue que je suis restée sur mes gardes, en effet. J'ai eu un coup de fil d'un représentant du service client qui m'a présenté ses excuses. Vous m'accordez une seconde. Je voudrais prévenir la direction d'RTL, il n'y aura pas les grosses têtes à 18h ce soir, parce qu'à 18h, on aura... Et donc, le monsieur m'a dit, dites-nous ce qu'ils vous ont... Est-ce qu'ils vont... pardonnez-moi Marina, mais comme on a un petit peu quelques clients qui attendent dans la salle d'attente, est-ce qu'ils ont payé ? Ils ont payé. Oui, bravo Bernard Sabat, négociateur voyage. Oui, ils ont payé une somme qui était logique, c'était 1200 DTS, c'est la Convention de Montréal qui impose que lorsqu'on perd un bagage de rembourser cette somme-là, qui correspond aujourd'hui à 1791 Je suis ravi pour vous Marina, bravo et merci Air France d'avoir rétabli les choses aussi rapidement. Je vous fais un gros bisou Marina.
Merci, gros bisous Julien. Et Merci en cas de beaucoup à perte, tous. je vous en prie, merci à vous, de perte de bagages, de retard, train, avion, ce que vous voulez, c'est bien sûr, ça peut vous arriver à @rtl.fr. Nous allons continuer le cas de Julie, attaquer le cas de Karine. Les premières questions vont aller vers Maître Adou, et notamment celle-ci auquel vous répondrez dans quelques instants, parce que c'est intéressant, les beaux jours arrivent. Il y a une auditrice qui nous dit que la caméra de surveillance de son voisin pointe directement sur sa terrasse. Alors en fait, on pourrait faire croire qu'il surveille un peu son jardin, mais il arrive à voir ce qui se passe chez les autres. Petite filoute. Un On va mateur. voir ça dans quelques instants. Vous avez choisi RTL et c'est le 10h midi. Nous sommes sur RTL, c'est le 10h midi. Nous allons traiter le cas de Karine, traiter le cas ensuite de Marie. Nous sommes toujours en attente pour Julie, mais voici une question en ce qui vous concerne, Maître Adou, qui s'occupe de tout ce qui, on le rappelle, Droit du numérique. le droit du numérique. Mais là, c'est du droit du numérique d'ailleurs, les caméras. On y est en plein dedans. Alors, c'est vrai que de plus en plus, on peut acheter sur Amazon et partout la petite caméra qui va bien, là, 15 €, qui marche très très bien. On la fixe en hauteur, mais on ne connaît pas vraiment le champ de vision. Et quand il y a une petite haie, on s'aperçoit qu'on voit chez le voisin. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Parce qu'il y a une dame qui dit, moi, ça m'ennuie, je suis sur ma terrasse, même si elle fait rien d'extraordinaire, il n'a pas regardé ce que je fais. Qu'est-ce qu'on fait? Elle a tout à fait raison, cette dame, parce que effectivement, on a le droit de mettre une caméra chez soi, c'est normal, parfois des raisons de sécurité. On veut vérifier ce qui se passe dans son jardin, vous avez les caméras connectées sur le téléphone pour voir ce qui se passe chez soi, mais chez soi et pas chez son voisin. C'est pas parce qu'on filme. Comment je vérifie? Ça veut dire, c'est ça le problème. Voilà. Alors parfois on s'en aperçoit, on voit que l'angle il peut un peu tourner, donc on peut. Ce qu'on recommande effectivement dans cette émission, aller voir son voisin, dire j'ai l'impression que ça va un peu vers mon jardin. Est-ce que vous pouvez réorienter? Est-ce que vous pouvez mettre un cache? Et alors si ça marche pas. Vous avez le droit d'envoyer un courrier mise en demeure pour rappeler aux voisins les droits et normalement ça peut faire effet. Et après C'est un commissaire de justice qui peut venir vérifier. Il a le droit lui d'avoir accès au. Non, c'est oui. Toujours mieux d'éviter direct d'aller au commissaire de justice, mais effectivement vous pouvez toujours, c'est votre vie privée, c'est votre espace, donc on n'a pas le droit sans autorisation de venir dedans. Et je rappelle surtout que cette caméra, elle peut pas aller vers l'extérieur parce que ni le trottoir. Hein. Non, c'est pas le que trottoir, ça c'est la préfecture qui doit autoriser, et ça vaut aussi pour les petites sonnettes maintenant qui sont très à la mode où on voit la caméra, on peut savoir qui sonne chez soi. Mais alors moi je vais vous donner un tuyau parce que j'ai eu ce problème et j'ai dit à ma femme, tiens, prends un papier, et j'avais marqué en gros, voisin, viens me rejoindre, mon mari n'est pas là, je suis prête à tout. Et on s'est mis comme ça sur la terrasse et le voisin a tout de suite sonné. Alors, vous avez vu le mot depuis votre caméra, voyez. Et je vais vous dire pourquoi, parce que la vertu de ces caméras, c'est de voir le maximum de choses dans un minimum d'objets, une seule caméra. Donc ce sont des grands angles, par principe. Donc c'est bien pour ça que la question, elle fait sens, parce que c'est la valeur qu'on leur donne, de voir quasiment partout. Après, le problème, c'est que ma femme l'a vraiment fait. Mais ça, c'était pas prévu sur le truc, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On se retrouve dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Michou. Julien Courbet. Je m'aperçois qu'on se rapproche de la quille. 5 juin, donc faites vite si vous avez un souci, parce que fin juin, on ferme la boutique. Il y a une fermeture annuelle, donc ça peut vous arriver à @rtl.fr. Démarrons une nouvelle mission, celle de Karine qui est avec nous. Karine, bonjour. Bonjour Julien. Karine est secrétaire comptable dans une boîte qui fait quoi, sans donner le nom? Des gouttières à lu. Des gouttières à lu. Oh, ça fait rêver. Mais là, vous nous faites rêver. Vous en rêviez depuis toute petite. Dites-nous la vérité. Oui. Quand vous jouiez à la poupée Barbie, vous parliez à votre Barbie, vous disiez, tu sais, un jour, maman, elle s'occupera de la gouttière à lu. Elle a 3 enfants. Et Hervé Pouchol, vous avez repris apparemment la voyance, m'a-t-on dit. Je pensais que vous aviez définitivement laissé tomber. Donc voyons, il a une petite caravane. Je le dis pour ceux qui un jour montent dans la capitale. Il est place de la République. Il met une perruque et il se fait appeler la Pouchola. C'est une voyante. Alors, elle a 3 enfants. Sexe des enfants, s'il vous plaît, Hervé Pouchol. Alors, il y a 2 garçons et une fille, ça je n'en doute pas. Karine. Exactement. Bravo. Bien vu. Voilà. Alors, merci. Simplement, l'aîné est un garçon, une fille? Alors, l'aîné est une fille. Et c'est
Eh ben non. Bon, alors ceci étant dit, actuellement, il fait moitié prix sur les consultations. J'étais pas loin. Karine, voyons ce qui vous est arrivé. Donc, elle travaille avec votre épouse. Vous êtes la secrétaire de votre époux? Oui, tout à fait. Très bien. Donc, c'est souvent ce qui se passe avec les artisans. Exactement. Vous prenez les rendez-vous, faites la compta, les relances, etc. tout ça. Donc, il a lancé son entreprise de zinguerie. Il installe donc des gouttières et la société souhaite faire appel à vous, une société de couverture. Pour l'un de ces chantiers, c'est de la sous-traitance. Oui. Vous aviez déjà travaillé avec eux? Jamais. Et ils vous ont expliqué pourquoi vous, comment ils vous avaient contacté ou... Non, même pas. Bon, en tout cas, ils vous disent, vous refusez pas le travail, avec plaisir, on va venir, qu'est-ce que l'on fait? Vous recevez donc un devis de 2908 €. Oui. Et ils vous envoient un chèque de 1000. Vous n'avez pas encore commencé à intervenir. Non. C'est un acompte. Mais à la base, on avait quand même demandé un acompte de 100%. Puisqu'on doutait un peu. C'est plus un acompte alors. Bah non, enfin, je lui avais demandé la totalité. Je vais te faire fais-moi un petit acompte de 100%, ça me rassurera. Bon, on doutait un peu de son sérieux. Et alors pourquoi vous doutez? Ça m'intéresse parce que, voyez, encore une fois, c'est ce qu'on fait, c'est la psychologie de l'émission. On sent qu'il y a quelque chose qui va pas, mais on y va quand même. Qu'est-ce qui vous a fait douter? Bah, sa personnalité déjà. C'est-à-dire? Bah, sa façon d'être, de parler, ça faisait un peu beau parleur, quoi. Ouais, et donc vous avez quand même accepté les 1000 €. On a quand même accepté. Bon, parce qu'il parlait bien, justement. Oui. Et vous a rassuré. Oui. Bon, vous lui demandez, vous, s'il a une assurance ou des choses comme ça, pas ou pas entre professionnels. Alors, il vous fait 1000 € et ça correspond à 30% du devis. Vous envoyez 2 ouvriers sur le chantier et vous terminez votre chantier. Il ne se plaint pas du chantier, vous ne recevez pas de l'aide, disons ça a été mal fait, compagnie. Dans la foulée, vous éditez la facture, il vous doit donc 2287 €. Oui. Bon, je suppose que si vous êtes là, c'est qu'il ne vous paie pas. Comment ça va se passer après? Plus de réponses? Dites-moi un petit peu. Eh ben, donc on a commencé par faire des premières relances à l'amiable. Donc nous, quand c'est comme ça, on fait des relances par téléphone et par mail. Donc elles n'ont jamais eu de retour. Donc on a laissé un petit peu passer le temps. On a fini par demander, du coup, mon mari a pris la main, il a envoyé des SMS un peu salés, on va dire. Quand vous dites salé à quel point? C'est-à-dire il va falloir payer parce que je vais m'énerver. Voilà, c'est ça, oui. Mais pas de menace non plus. Hein. Non. Parce qu'il faut faire attention à ça. Parce que pour toi quand même. Même si on a raison, on est bien d'accord, les avocats, qu'on ne met pas je vais venir te casser la gueule. Parce que ça peut se retourner contre nous. vous. Ce qui concerne menace de mort, etc., ça peut être un délit. Oui. Donc on évite ce genre de texto. Bon. Alors, il réagit pas pour autant? Bah non, pas plus que ça. Donc moi j'ai fini par un jour prendre mon téléphone personnel et l'appeler avec donc mon numéro personnel. Oula, donc, alors on va faire... Et vous l'avez eu? Oui. Alors on va mimer la scène. Vous me dites exactement comment ça s'est passé. Donc je suis... Attendez, je fais le patron. Excusez-moi d'avoir quelques petits talents et de les mettre en avant durant l'émission. Oui, bonjour, qui est à l'appareil? Donc madame, l'entreprise l'entreprise de mon mari. Oui, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, donc ça fait plusieurs fois qu'on vous relance pour la facture que vous nous devez. Et donc là, il m'a dit, oui, vous inquiétez pas, j'ai un chantier qui va être réglé. Là, vous faites mon texte. Oui, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, il y a un chantier qui va rentrer, je vais pouvoir vous payer. Donc je lui ai dit, bah oui, mais moi, comment je peux vous croire? Vous nous baladez depuis des mois, on n'a toujours rien. Là, qu'est-ce qu'il dit? Et ben donc là, il me dit, je viens la semaine prochaine en personne. Voilà. Je viens la semaine prochaine et en personne. Et je vous apporte l'argent en espèces. Et je vous apporte ça. Oh la vache. Voilà. Dire des choses. Dès qu'il y a de l'espèce, ça me panique. J'ai peur. Bon, je vous apporte l'argent d'espèces, bien que ça soit pas terriblement légal. Et donc voilà, moi je lui ai dit, ok, je vous attends. Il est pas venu. Il est jamais venu. Et là, depuis, vous l'avez rappelé? Depuis où j'ai essayé, mais donc forcément, il a dû enregistrer mon numéro, donc il ne répond plus. Donc là, on a fait appel à un huissier, du coup, un huissier de justice. Ils ont bien fait de changer de nom, les huissiers de justice, parce qu'on ne les appelle jamais les commissaires. C'est pas encore gagné l'histoire. Il va falloir du temps. Et donc, l'huissier, qu'est-ce qu'il fait? Malheureusement, lui, c'est pareil. Il a essayé, du coup, donc de le contacter. Donc, il ne répond pas. Il a essayé de chercher des adresses. Il en a trouvé? De ce monsieur-là, il n'a pas trouvé non plus. Il m'a demandé si j'avais, moi, d'autres numéros auxquels on pouvait le contacter. Et moi, malheureusement, j'ai qu'un seul numéro. Bon, alors on va essayer d'appeler. Vous avez de la chance, on a Pascal Normand qu'on a envoyé là-bas. Pascal, m'entendez-vous? Oui, parfaitement. Bonjour Julien. Dites-moi Pascal, ne me dites pas que vous êtes à La Roche-sur-Yon. Si, la ville qui a vu grandir un certain le problème, non, c'est pas du tout ça. La Roche-sur-Yon, c'est ceux qui nous ont ennuyés en National 2 tout au long de l'année, parce qu'ils sont premiers. Est-ce que vous avez pensé à consulter quand même pour ce sujet du foot? C'est terrible, c'est terrible. Alors qu'en est-il? Vous êtes devant l'entreprise?
Alors j'étais en train de me dire quelle équipe n'a pas ennuyé Bordeaux cette saison. Et alors ça, Pascal, s'il vous plaît, faites votre métier. Laissez-moi faire le mien. Allez-y. Alors je suis devant le siège social. Moi, l'adresse, j'ai 12 adresses en fait dans ce dossier. Là, je suis à la première, dans un quartier de La Roche-sur-Yon avec énormément d'immeubles, de logements sociaux, et je me suis rapproché donc du numéro 31. Et figurez-vous que c'est une association qui s'appelle la Confédération nationale du logement. C'est une association qui vient en aide aux habitants du quartier. C'est pour l'instant fermé. J'en ai profité pour faire le tour des 5 immeubles pour chercher le nom sur la sonnette et je n'ai rien trouvé. Donc je vous propose d'aller à la seconde adresse qui se trouve à environ 2-3 km. Bon, décompte, moi j'essaie de dire du bien des artisans chaque jour, mais vous avez un homme là qui appelle, on ne sait même pas où il habite, la société. Mais j'ai une question à vous appeler, tiens, sous forme de breaking news. Karine, du coup, le donneur d'ordre, vous l'avez contacté, il l'a sorti d'où ce monsieur? C'était pour sa propre maison ou c'était un vrai client? Non, c'était donc un client lambda, hein, comme vous et moi. Et lui, il l'a contacté, du coup, je pense qu'il a cherché sur les pages jaunes. Après, je suis jamais rentrée dans les détails avec lui, mais lui était très content des travaux de couverture qu'il avait réalisés chez lui. Si vous avez envie de vous mettre dans la catégorie lambda, ne m'y mettez pas. Moi, je n'ai pas demandé à être un client lambda. Non, un kidam, juste. Mais non, mais c'est fou ce dossier, c'est fou. Bon, allez Stan, comment on organise les choses? Parce que là, je sens qu'on va trouver beaucoup de choses dans ce dossier. Oui, dans un instant, on va lancer l'appel du côté d'Hervé Pouchol, mais là, Laura est en train de regarder un petit peu le site internet de cet artisan. Et attention, alerte lièvre. Oh là, l'alerte lièvre, c'est grave. Hein. Ah oui. C'est qui? Qu'est-ce qui se passe, Johanna? Qu'est-ce qui se passe, Laura? C'est pas grave, c'est presque pareil. Le site internet de cette entreprise. Alors les photos, je peux vous dire qu'il y a toutes sortes de photos, mais il y a surtout des photos qui ont été piquées d'autres sites, d'autres donc qui ont été des chantiers qui ont été réalisés par d'autres entreprises. Mais c'est pas tout. Ce site, il a été fait vraiment, ça se voit avec ChatGPT. On reconnaît vraiment la patte ChatGPT. Les photos sont faites aussi par intelligence artificielle. Donc certaines photos ont été piquées d'autres sites, d'autres sont faites par intelligence artificielle. Et il y a quand même des photos qui ont l'air d'être vraies. Donc c'est un peu le fourre-tout là-dedans. C'est quand on fait clic droit. On le rappelle, ça, je m'adresse à Maître Hadou. Donc, est-ce qu'un artisan, il a le droit d'aller prendre les photos d'un autre artisan qui est à l'autre bout de la France en disant « Regardez mes réalisations ». C'est terrible, ça. Là, au mieux, c'est de la concurrence déloyale si il fait effectivement du travail, mais qu'il l'exécute pas correctement. Mais ça peut même être de l'escroquerie. Maître Dancoing, qu'est-ce qui cloche dans ce dossier en plus? Et après, nous lançons les appels. Et Pascal Normand, avocate au barreau de Paris, considérée depuis pas si longtemps que ça comme étant... Non mais il y en avait qui étaient au-dessus, qui étaient vraiment bien, mais elle les a terrassées comme la meilleure avocate de Paris. Alors ce qui cloche, pour reprendre votre expression Julien, il y a plusieurs choses. On a un devis qui est clair, net et précis. Ça, c'est finalement l'instrument, Julien, qui matérialise le fait que vous étiez d'accord sur la nature des travaux, le prix, etc. Il y a eu un acompte de 30%, sauf qu'évidemment, il n'a pas respecté ce contrat d'entreprise, il n'a pas versé le solde. Ça, c'est le point qui est évidemment majeur. On n'a pas de motif légitime. Vous avez posé la question de savoir est-ce qu'il y a un problème de délai, un problème... Ça a été fait dans les règles de l'art, donc on n'a même pas de motif permettant de dire non, moi je règle pas le solde qui est de 2287 €. Donc voilà ce qui cloche dans ce dossier. Vous voyez comme quoi la première intuition, quand on se dit oulala, il y a quelque chose de louche, il faut toujours rester sur sa première intuition. Vous ne ferez plus avoir une deuxième fois. Maintenant, je me méfie justement. Alors attention, faites attention parce qu'il peut y avoir des éclats. Hervé, lance l'appel. Voilà. Il a cassé un carreau, il va aller la ramasser maintenant et nous devrions avoir quelqu'un en ligne après ce moment hilarant, il faut le dire. Elle était excellente. Un sketch écrit par 15 auteurs. Je fais appel aux meilleurs, bien évidemment. Vous n'êtes pas obligé de dire elle est excellente celle-là, Hervé Pouchol. Non, ça veut dire qu'elle est minable. Non, vous avez compris. Nous appelons l'entreprise. Ouh là là, nous appelons l'entreprise. Je rappelle que j'ai fait la Bernard Sabat Academy qui me permet de parler comme ça. 06. Oui, alors il ne répond pas. Est-ce qu'on a un autre numéro? Puis surtout, on lance notre Pascal Normand là-bas, la Roche-sur-Yon. Pascal, allez-y. Alors moi, je viens de quitter le quartier dans lequel j'étais il y a 2 ou 3 minutes avec cette association qui figurait comme siège de l'entreprise. Et là, je vais route des Sables, c'est a priori une zone industrielle. Mais on a pu voir à droite à gauche par l'enquête Laura ou Stan s'il prenait d'autres chantiers. Ce monsieur, il continue à travailler. On en est où alors?
Exactement, ce monsieur continue de travailler puisque Thomas Renard l'a appelé il y a quelques jours, notre journaliste, en se faisant passer pour un client, et ce monsieur lui a répondu qu'il pouvait tout à fait venir faire des devis dans les jours à venir. Il lui a même dit qu'il avait des chantiers en attente pour le moment. Allez, on avance, donc on laisse se décanter la situation et on va pouvoir attaquer autre chose, et on a une alerte dès que Hervé... Ah, Hervé, je vous écoute. Non, je viens de recevoir un petit texto de ce monsieur. Il me dit: salut, j'ai récemment changé de portable. J'ai plus de contact. Tu es qui? Très bien. Déjà on se tutoie, mais c'est déjà un bon contact. Ouais. Et je lui ai demandé: c'est pas Kenzo? Et là, silence. Bon, ok, on se retrouve dans quelques instants. Je sens que ça va bouger. Restez avec nous, vous avez choisi RTL. Nous sommes sur RTL, c'est le 10h midi. Nous avons lancé le cas de Julie, son compagnon, après avoir, et ça je le dis parce qu'il a été jugé pour ça, l'avoir un peu tabassé, a complètement dévasté l'appartement, et il y a eu une condamnation puisque le propriétaire a dit: mais moi mon appartement je le récupère complètement détruit, il va falloir payer. Comme il n'a qu'elle sous la main, mais il l'a fait payer elle, alors qu'il devrait payer au moins la moitié, ce monsieur. La logique serait l'intégralité, mais comme ils étaient les deux, ça, rappelez-vous, d'ailleurs, quand on est les deux sur le bail, on assume tout, on assume les bons moments, mais si vous avez votre conjoint qui fait n'importe quoi, vous êtes la moitié. Vous aurez beau toujours dire: ben non, c'est lui, non, vous êtes les deux, on ne veut rien savoir. Un peu comme le mariage, Julien. Oui. Vous dites ça avec une aigreur qui me fait plaisir. On a Kenzo en ligne. Attention. Allô, Kenzo? Kenzo? Allô? Oui, Kenzo, bonjour, vous m'entendez? Oui. Kenzo, je vais faire très court, ne raccrochez pas, j'en ai pour 5 secondes, c'est Julien Courbet, nous sommes sur la radio RTL. Kenzo, je cherche à joindre l'entreprise Pierre Debar parce que je suis avec des gens qui ont sous-traité pour vous. Karine Rio, qui s'occupe de SARL Goutte d'eau, et vous lui avez donné un petit acompte, et puis vous ne lui avez pas donné le solde pour un chantier qui avait lieu où, madame? À Mouilleron-le-Captif. Voilà. Est-ce que vous pouvez l'aider, s'il vous plaît, monsieur? Je veux pas vous embêter, mais comme ils ont... il a raccroché, il a raccroché. Ben voilà, bon, moi, on sait que c'est lui qu'il est là. Ben alors là, du coup, je lui laisse un message, vous faites le numéro. Bon, il n'assume pas, mais après, les gens réfléchissent un petit peu. Donc, elle porte pas son nom, l'entreprise. Eh bien, c'est le nom que j'ai donné. Donc, nous rappelons à La Roche-sur-Yon. Et nous allons appeler donc le gérant. On y va. Oui, c'est dommage, monsieur, que vous m'ayez raccroché au nez, parce qu'on aurait pu hors antenne régler ce problème. Il n'y avait rien de très très grave, mais si vous me raccrochez au nez, nous on continue sans vous, et je ne veux pas que vous me disiez par la suite: oh là là, vous avez dit des choses et je n'ai pas pu rectifier. Monsieur, plutôt que on fasse ça et qu'on y revienne pendant plusieurs jours, soyez sympa, vous nous appelez hors antenne, on trouve un accord, elle est prête à un échéancier et on n'en parle plus. Je compte sur vous, parce que là, en plus, on va peut-être avoir des appels, vous savez, de gens qui nous disent: ah oui, je connais, moi aussi, etc. C'est idiot, je compte sur vous, on vous laisse un numéro. Laissez-le, Hervé. Merci beaucoup. Je suis sûr qu'il va, à un moment ou à un autre, nous appeler. Alors sinon, juridiquement, que fait-elle? Alors, Karine nous a dit tout à l'heure que vous aviez tenté ce qu'on appelle une procédure simplifiée auprès d'un commissaire de justice. Oui. Pour l'instant, ça n'a pas porté ses fruits. Il y a, à mon avis, dans ce dossier, c'est tout à fait possible de faire une injonction de payer devant le tribunal de commerce parce que vous êtes deux sociétés. C'est une procédure, Julien, aussi simplifiée, qui est peu coûteuse, et vous pouvez d'ailleurs la faire sans avocat. Et il faut à l'appui, évidemment, justifier du devis, de la facture et de photos démontrant que les travaux ont été exécutés tout à fait conformément à ce qui était demandé. Voilà. Et donc, ça permet d'avoir une ordonnance d'injonction de payer. Ça n'est pas contradictoire et il pourra éventuellement, s'il a autre chose à faire valoir, faire opposition. Mais je pense que c'est la procédure la plus adaptée. Bon, ceci étant dit, vous n'avez pas tout perdu. On est quand même sur des gros médias, vous le savez, où le spot publicitaire coûte très cher. Je vous en offre un gratuitement. Voilà, très bien. On rappelle que votre boîte, elle est à Valais. Valette. C'est à Valette. Voilà, alors c'est parti. Nantes. Dis donc, Laura, c'est ma femme. Qu'est-ce qui se passe avec les gouttières? Ça fuit. Il faudrait les changer, mais je connais personne. Mais tu connais pas la SARL Goutte d'eau? La SARL Goutte d'eau, ça se trouve où? Ça se trouve, je sais pas trop. À Valais. Non, Valette. Valette, près de Nantes. Alors, bonjour le spot. On est censé lui faire de la pub. Bah oui, mais heureusement qu'il n'y a pas ça quand on regarde les écrans publicitaires. Bon, en tout cas, les meilleures gouttières du monde, on peut le dire. Ah, tout à fait. Les meilleures poses. En Zin, c'est la SARL Goutte d'eau. Donc,
je vais vous dire, moi-même, j'en ai pas besoin, mais pour la Saint-Valentin, je pense que je vais vous acheter une gouttière. Elles sont tellement bien que j'offrirai à celles que j'aime à Valette. Voilà. Pour celles que j'aime pas, elles auront un petit cadeau. Et moi des fleurs à votre femme. Mais bien sûr. Allez, Stan, que fait-on? Une question avec Olivier Daumet. Ben voilà, ça tombe bien. Au lieu de parler de ma femme, est-ce normal que le personnel de ménage passe avec leur machine quand nous faisons nos courses? Alors là, il y a beaucoup de choses que vous connaissez pas. Là, ménage, courses, tout ça dans la même question. Ça me fait rire parce que les gens posent des questions de bon sens. Oui, parce que c'est vrai qu'on voit régulièrement dans les rayons des supermarchés ce qu'on appelle une autolaveuse. Une autolaveuse, c'est ces grosses machines là qui servent à nettoyer le carrelage. Et donc évidemment, si les rayons sont un peu sales, par exemple, quand il pleut dehors, figurez-vous que le magasin et le carrelage devient vite sale. Quand un client casse quelque chose, et ça arrive malheureusement, heureusement qu'il y a du personnel qui passe en rayon même quand le magasin est ouvert. Ce que l'on voit désormais de plus en plus, c'est des autolaveuses qui sont automatiques. Ça veut dire il n'y a plus personne qui les conduit. Elles se débrouillent toutes seules dans les allées. Elles ont plein de caméras, plein de capteurs. Et donc, en fait, ça a permis d'avoir une autolaveuse en permanence dans le magasin sans avoir à payer la personne qui est dessus. Donc, ce qu'on appelle les véhicules autonomes, on commence à en voir aux États-Unis. Chez nous, dans les supermarchés, on a des laveuses autonomes. Je ne sais pas si c'est un grand progrès social, mais au moins, vous savez que ça existe. Alors, maintenant, vous allez bien écouter parce que c'était un des cas les plus dingues de la saison. C'est cette dame, rappelez-moi son prénom, Stan. Clotilde. Clotilde, qui est en ligne avec nous. Clotilde, m'entendez-vous? Oui, je vous entends très bien, bonjour. Bonjour Clotilde. Clotilde, écoutez bien, parce que quand même, il y a des gens qui ne manquent pas d'air. Elle va acheter un ticket de grattage, enfin un ticket de... Bref, elle rentre dans un bureau de tabac et elle voit qu'elle gagne. Et elle dit au monsieur, je crois que j'ai gagné. Elle lui dit, non, laissez-moi vérifier ça. Non, je le garde ce ticket. Il vous donne un peu d'argent, je crois. Qu'est-ce qu'il vous propose exactement? Clotilde? Oui, qu'est-ce qu'il vous a dit? Je garde le ticket, c'est ça? Oui, qu'il garde le ticket. Après, il me propose de me rembourser. Je garde le ticket, je vous rembourse le ticket, il doit y avoir un problème là, je vais vous le rembourser, etc. Vous faites un peu de suif et il vous propose des sous après, c'est ça? C'est le lendemain qu'il me propose 200 €. Bon, écoutez, je vais vous donner 200 € pour voilà, parce qu'elle a gagné beaucoup, elle a gagné le gros lot. Et le pluraliste, il s'est dit, je vais garder le ticket pour aller l'encaisser moi-même, ce qu'il a dû faire. Mais c'est quand même fabuleux ça. Et en plus, je vais vous dire, on avait appelé la Française des Jeux qui nous avait dit, oui, malheureusement, ça peut arriver. Tout ce qu'on peut faire, c'est éventuellement aider un peu juridiquement la cliente, mais le buraliste qui nous représente et qui vend des tickets de la Française des Jeux, on peut rien faire. C'est quand même bien. Mais c'est vrai que malheureusement, c'est nul n'est responsable que de son propre fait. Donc, en matière pénale, c'est lui qui a détourné. Mais j'ose espérer. Alors moi, on ne saura jamais, mais j'ose espérer qu'il n'a pas touché l'argent. Parce que c'est ça aussi. Oui, c'est ça la je pense qu'il l'a touché. Bon, alors bref, elle a été en justice, Stan, et elle avait donc, me semble-t-il, un petit peu gagné. Évidemment, parce que si, il l'a touché l'argent. Ah, donc c'est sûr. Donc on aurait pu se dire que la Française des Jeux allait lui envoyer les huissiers, lui retirer la plaque, puisqu'il a quand même piqué les sous. C'est 30 000 €. Rappelons-le. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais apparemment, de ce côté-là, pas grand-chose. Alors, nous, elle a gagné en justice. Et qu'est-ce qui s'était passé? Nous avions eu Bernard. Vous aviez lu le mail de la Française des Jeux. Vous l'avez sous les yeux? Je l'ai pas sous les yeux, mais il disait en quelques mots, dans tous les cas, on ne peut rien faire, on accompagnera uniquement juridiquement cette personne, mais nous ne devons rien à cette gagnante, puisque donc nous ne l'avons pas vue et nous n'en avons pas la preuve. Voilà. La personne qui a envoyé le mail n'était pas française, visiblement. Non, elle n'était pas française, Julien, je vous l'accorde. Par contre, Joseph, que j'ai eu longuement, donc celui qui est censé avoir gardé l'argent, Julien, m'avait dit, ne vous inquiétez pas, je suis de bonne foi, je n'ai plus rien. Dans le mail, ils disent qu'ils remboursent, mais lu comme ça, non, j'étais très clair. Okay. Alors, qu'est-ce qui concrètement, Joseph avait dit, je vous promets, j'ai quelqu'un de ma famille qui pourrait me prêter cet argent-là. Je vais faire le nécessaire. Laissez-moi un petit peu de temps. Parce que le Joseph, on l'avait eu, il vit, je crois, sur la côte. Il a une maison. Dans un premier temps, il nous avait dit, je suis désolé, je pourrais pas, non, j'ai pas d'argent, je peux rien faire. Donc ensuite, on lui avait dit, mais attention, monsieur, parce que si la FDJ se mêle un petit peu de tout ça, et il a dû prendre un petit peu peur, puisque dans les jours qui ont suivi l'émission, il a téléphoné à Clotilde en lui disant, écoutez, je peux vous payer 20 000, mais pas plus. Donc, du jour au lendemain, il a été quand même capable de trouver 20 000 €. Et elle a accepté. Alors, on a négocié et on s'était mis d'accord sur 25 000, finalement. Elle a rien reçu, Clotilde?
et elle a rien reçu. Non, je n'ai rien reçu. Moi, je m'adresse vraiment au patron de la Française des Jeux. Noble et belle institution, une des plus belles boîtes de France, mais c'est quand même un peu dur. Donc vous avez une cliente qui vous fait confiance, qui rentre dans un bureau de tabac pour acheter un jeu de grattage parce qu'elle voit vos publicités. Le gérant du bureau de tabac lui pique son billet, c'est prouvé, il y a une condamnation, encaisse les sous, et tout ce que vous dites, c'est oui, on peut peut-être lui présenter notre service juridique. Enfin, j'ose espérer que ce monsieur derrière, il a eu des sanctions. J'ai rien. Alors, c'est quand même dingue. Non, il a une maison, hein. Oui, ce dossier, c'est vrai qu'il est fou, Julien. Il y a une procédure pénale qui a duré quand même 10 ans, donc on a les différentes étapes, je vais pas y revenir, mais au début quand même, en 2015, il est relaxé, et in fine, la Cour de cassation confirme l'arrêt de la Cour d'appel. Donc elle est dans son bon droit aujourd'hui, notre amie, et effectivement, le souci quand même que l'on a, c'est qu'il a ménagé son insolvabilité. Donc on pourrait potentiellement le raccrocher par rapport à ça, si on arrive à démontrer que pour ne pas payer les un peu plus, là, Stan parle de 25 000 euros, on pourrait peut-être effectivement faire une action, mais il n'a plus... il a liquidé son bureau de presse, donc on n'a pas de moyen d'action. C'est quand même dingue ce qu'il a fait, ce monsieur. Enfin, c'est pas rien, quoi. Il y a une cliente qui rentre, il lui pique son ticket, on l'appelle. Et maintenant, il refuse de payer alors qu'il a encaissé. Il a tenté le coup, mais au moins maintenant, soit. Et le fait qu'il ait tenté de négocier est une forme d'aveu de culpabilité, quand même. Bien sûr. Il l'a écrit, Julien. Mais ouais. Je l'ai sous les yeux. Mais là, je vais pas vous demander de relire, là, Bernard, parce que ça fait trop d'efforts. Si, faites-le, ça va être drôle. Les auditeurs sont tous en train de prendre des aspégiques. Attention. Votre appel a été transféré vers la messagerie. La personne que vous tentez de joindre n'est pas disponible. Enregistrez votre message. Allô, Joseph. Julien Courbet, la radio RTL, Joseph. Joseph, je suis navré de vous déranger, mais Clotilde me dit qu'il ne s'est rien passé depuis notre appel où elle a pourtant bien baissé. Vous pouvez me rappeler, je suis occupé là, je suis en rendez-vous. Bon, sachez monsieur qu'on continue. Aujourd'hui, on refait encore l'émission autour de vous. Mais il s'en moque, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il a quelque part un peu raison, puisqu'il lui a... Et le souci, c'est qu'il a... Elle peut pas faire vendre sa maison. L'huissier dit quoi, le commissaire de justice? Il a lancé les hostilités pour faire vendre la maison? Clotilde? Oui. Vous avez demandé au commissaire de justice d'essayer de lui faire vendre sa maison? Non, je n'ai pas procédé de cette façon, puisqu'il a donné la parole la dernière fois, comme quoi, jusqu'à la fin du mois de... On oublie la parole. Clotilde, excusez-moi, on va pas perdre de temps, Clotilde. Il vous a piqué le billet. Enfin, je veux dire, déjà, vous imaginez un petit peu l'esprit qu'il faut avoir pour quand on est vendeur de la Française des Jeux, piquer le ticket au client. Il a été condamné, il n'a pas payé. Il nous a promis qu'il paierait. Il ne paie pas. Maintenant, Clotilde, vous, je vous en supplie, demandez. C'est le commissaire de justice. Oui, alors juste l'information. Oui, effectivement, Julien, c'est pour vous répondre, le commissaire de justice. On a quand même une information précieuse. Par courrier du 6 février 2025, l'huissier dira bien à Clotilde que le buraliste a de nombreuses autres dettes, notamment d'autres condamnations pénales pour un montant total supérieur à 100 000 euros. Il recherche un emploi, mais est assigné à résidence parce qu'il a un bracelet électronique. Alors, je suis avocate. Il a un bracelet électronique. J'ai ce monsieur, mais effectivement, on est quand même en difficulté à la fois pour recouvrer les sommes et puis effectivement, on a quelqu'un qui est vraiment manifestement malhonnête. Je savais pas qu'il avait un bracelet électronique. Oui, ça se revend pas, un bracelet électronique. Ça se voit pas forcément. Ça s'enlève difficilement. Décidément, la France est un pays formidable. À tout de suite dans le 10h midi RTL. Michou. Nous attaquons la deuxième heure. Vous écoutez sur RTL le 10h midi RTL. Nous sommes toujours avec le cas de cette personne qui a été acheté un ticket de grattage gagnant et le buraliste a tout de suite vu qu'il était gagnant. Il lui dit je vais le garder. Tenez, je vais vous le rembourser parce qu'il est pas bon en fait votre ticket. Je sais pas ce qui s'est passé. Enfin bref, il a été encaissé les sous. La Française des Jeux, quand on lui dit mais il faut aider cette dame. Apparemment, il se passe pas grand-chose. Elle dit non, nous ne pouvons rien faire. Éventuellement lui présenter notre service juridique. Il a été condamné, il ne paie pas, il est sous bracelet électronique et il ne se passe rien pour cette dame. C'est une injustice totale parce qu'elle a des tout petits revenus. Elle galère et 20 ans, je crois qu'elle est en procédure. 20 ans qu'elle se bat pour essayer. Et à un moment donné, je veux pas tomber là-dedans, Olivier Dauvert, mais si ce monsieur il a un bracelet parce qu'il a fait des bêtises et qu'il fait ça, il faut qu'il se passe quelque chose parce qu'il est chez lui, il prend le soleil avec son bracelet, il est occupé quand on l'appelle. Peut-être que s'il y avait une menace de quelqu'un qui lui disait maintenant, vieux, il va falloir qu'il se passe quelque chose, sinon tu vas aller dans un endroit où il y aura beaucoup moins de soleil. Exactement, parce que l'étape après le bracelet électronique, c'est pas pour l'affaire qui nous occupe, mais en général, ça laisse à penser quand même des choses sur ce que pourrait être une étape suivante si d'aventure il y avait une forme de récidive. On continue, on lâche pas, on essaie d'avoir son épouse. Maître Adou, qui est spécialisée dans le numérique. Voilà une question. Alors effectivement, et c'est bizarre parce que je me suis posé la question, elle est de notre région, Maître Adou, de Gironde, où il y a des très
très très grande plage où maintenant le truc c'est d'avoir son petit drone. Alors on s'amuse, on drone, mais les drones ça filme. Donc on les fait passer, et les met sur Instagram et compagnie. Quels sont les droits des uns et des autres? Voilà, c'est vrai que le drone, et c'est vraiment un sujet estival de vacances, c'est quelque chose que tout le monde peut acheter dans les supermarchés, mais c'est hyper réglementé. Il faut faire très attention. Déjà, il faut faire attention, il faut déclarer s'il fait plus de 250 grammes sur une application de l'État qui s'appelle Alpha Tango. Oui, on peut pas l'utiliser comme ça. Comment elle s'appelle l'application? Alpha Tango. Alpha Tango, voilà. ok. Après, il y a aussi les réglementations liées au vol. Par exemple, on peut pas l'élever à plus de 150 mètres de haut. On doit toujours l'avoir en visu. Et on doit aussi toujours, pas de nuit. Il faut pas que ce soit de nuit. Et les autres règles, par exemple, c'est que ça doit pas survoler des zones dites sensibles. C'est le cas de Paris. Donc, par exemple, si moi je voulais faire comme Céline Dion sur la Tour Eiffel, c'est loupé. On peut avoir des dérogations sous 10 jours avec un certain nombre d'autorisations, mais c'est très rare. Donc, il vaut mieux oublier. Mais je vous assure, sur les plages, c'est un vrai truc. Maintenant, on en voit de plus en plus. En plus, c'est assez stressant. Vous êtes allongé, vous entendez bzzz, et vous voyez le truc tourner. Alors, ils font mumuse, mais ils filment Maître Dancourt. Et c'est vraiment... c'est comme ça. On essaiera quand même de se promener. C'est comme ça que j'ai su que vous aviez un tatouage sur la cuisse droite grâce à un film Instagram d'un drone qui survolait la plage. Et c'est la deuxième règle d'ailleurs de protéger la vie privée. Non. Ah bon, oui, chacun est libre. Mais voilà, on peut pas filmer n'importe qui sans son autorisation. Et c'est pas qu'une incivilité, c'est un délit pénal, donc attention. Maître Hadou, spécialisé dans le droit numérique au barreau de Paris. Stan, sur quoi va-t-on? Nous avons lancé Julie, nous avons lancé Karine. Qu'est-ce que nous faisons? Vous ne l'entendez pas qui arrive dans les couloirs d'RTL en sautillant tel un cabri et en chantant alerte arnaque, alerte arnaque. Eh bien, mesdames et messieurs, je crois qu'il est grand temps d'accueillir notre Johanna Boubecker. Ah, elle arrive vraiment en courant là pour le coup. J'ai l'impression que vous n'étiez pas prévu à cette heure-ci. J'ai l'impression que Stanislas Vignon essaie de mettre des bâtons dans les roues. Ah, très bien. Je vais vous dire la vérité, et c'est là où on voit que Stanislas Vignon, qui est compétent, la question n'est pas là, mais qui est quand même un sacré vicelard, c'est qu'il me fait l'appeler. Donc elle est censée rentrer dans le studio, mais il a donné la consigne à ce que la porte du studio soit fermée. Donc elle était coincée derrière pour la mettre dans l'embarras, pour encore une fois pouvoir aller voir la direction en leur disant c'est compliqué avec les gens que vous me donnez de bien faire mon métier. Voici la première arnaque. Principe, elle détecte toutes les petites arnaques qui se passent partout en région et elle vous les explique pour que vous ne vous fassiez pas avoir. On y va. Il y a quelques mois, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un rappel de lait pour enfants qui a été fait dans plusieurs magasins en France. Il y a donc une personne qui a décidé, s'est dit, il y a un petit business à mettre en place et donc elle a créé un groupe sur Facebook en vendant des boîtes de lait. Les parents la contactaient ou elle prenait contact directement avec les parents via des photos publiées sur les réseaux sociaux où ils comprenaient qu'ils avaient des petits-enfants. Elle se basait sur le fait que comme il y a des problèmes avec le lait, le mien, allez-y. En fait, elle disait qu'elle avait de la réserve et qu'elle avait beaucoup de boîtes de lait différentes avec des marques différentes. Parce qu'il y a eu une pénurie, c'est ça, à cause de... Parce qu'il y a eu effectivement un retrait quasiment général de toutes les marques. Ah, ok. Il y a un fournisseur principal dans lequel il y a une toxine qui a été détectée. Donc les marques sont obligées ensuite de retirer tous les produits. Et le marché du lait, il a cette particularité, c'est que si votre boîte de lait à laquelle vous avez habitué votre enfant n'est plus disponible, vous faites tout pour avoir la même absolument. Ouais. Parce que quand on est une jeune maman, on ne change pas le lait de son bébé. Merci beaucoup Olivier Dauvert d'expliquer ça parce qu'on comprend rien. Je plaisante ma Johanna. Donc, effectivement, très bonne idée. Exactement. Donc les parents commandaient, ils devaient payer à l'avance. Selon les marques de lait, il y avait des tarifs différents. Sauf que derrière, évidemment, elle n'envoyait pas les boîtes de lait et elle gardait l'argent. Quand les parents commençaient un peu à se plaindre, elle disait mais si, je vous ai envoyé, regardez, je vous envoie un numéro de suivi de colis. Et en fait, c'était des faux numéros de suivi de colis. Donc les parents se sont regroupés, ils ont fait un groupe Facebook. Il y en a pour près de 2 000 € de préjudice de paiement fait et jamais reçu. Donc il y a un groupe Facebook qui a été créé pour retrouver cette dame. Elle n'a pas encore été arrêtée, mais il y a beaucoup de victimes. Alors n'hésitez pas non plus, je vous le dis, et Stan vous le confirmera, quand vous êtes comme ça sur des groupes Facebook, vous êtes victime de la même chose, contactez-nous parce que nous on peut être votre porte-parole pour vous aider, ça peut vous arriver @rtl.fr. C'était la première arnaque. Et voici donc la deuxième. Depuis quelques semaines, il y a un nouveau label musical qui aurait vu le jour. Ça s'appelle Avery Record Label. Qui dit nouveau label dit nouvelles embauches. Du coup, il y a 2 personnes qui ont vu sur les réseaux sociaux des offres d'emploi pour être assistante de direction et assistante de production pour
pour ce label. Elles ont rencontré un homme qui se disait être le gérant de ce nouvel label et elles ont été embauchées. Ces dames, elles ont signé des contrats, elles ont eu plein de devis pour organiser des tournées pour un nouvel artiste, des tournages en plein Paris, place du Trocadéro, la réservation d'hôtels, etc. Ça a duré pendant plusieurs semaines, sauf que très vite, elles se sont dit c'est bizarre, on n'a pas vu l'artiste se présenter pour le tournage du clip et pour une fameuse émission de télé. Et surtout, les hôtels nous disent qu'ils n'ont pas reçu les paiements pour la réservation des nuits d'hôtel. Lorsqu'elle demandait au gérant des informations supplémentaires, il disait non mais c'est normal, j'ai eu plein de problèmes. Il se mettait à pleurer un peu pour faire un peu de peine. Et elles se sont rendues compte, en fait, ces personnes, au bout d'un moment, que ce gérant et cet artiste étaient en réalité la même personne, qu'il avait même usurpé l'identité de Endemol, une énorme boîte de production, parce que sur les contrats, il avait marqué le numéro de SIRET de Endemol. Donc tout était faux, tout était fait à l'IA. Lorsqu'elles l'ont confronté et qu'elles ont porté plainte, elles se sont rendues compte qu'en fait cet homme était connu des services de police, s'était déjà présenté comme un faux médecin, comme un faux éleveur de chiens, comme un faux organisateur de voyage, et en fait tout était faux. Donc il a été arrêté, cet homme. Il y en a pour près de 40 000 € de préjudice, de faux contrats, etc. Donc c'est énorme. Et j'en profite pour vous souhaiter à tous un joyeux Noël. Puisque quand elle a commencé son anecdote, nous étions le 5 juin et c'est ce soir la grande soirée du réveillon. Joyeux Noël à nous. On va y aller. Joyeux Noël, Stan. Merci. J'ai pas vu le temps passer. À un moment donné, j'ai vu qu'il commençait à faire chaud. Je me suis dit, tiens, on se croirait en plein mois d'août. Après, j'ai vu les feuilles tomber des arbres et là, l'anecdote se termine maintenant. Il y en a une troisième. Oui, c'est ça le pire, c'est qu'il y en a une troisième. Alors, on y va. La dernière arnaque. Depuis quelques semaines, il y a une nouvelle arnaque qui a vu le jour. Vous recevez un appel d'un numéro qui est masqué ou pas forcément. Et lorsque vous répondez, personne ne parle derrière. Donc vous, inconsciemment, vous dites « Allô, c'est qui ?» ou peu importe, mais quelques phrases qui durent pas très longtemps. Et derrière, vous pensez qu'il n'y a pas de conséquences car personne ne répond et finit par raccrocher. Sauf que derrière, en fait, ces phrases se servent à l'IA et sont servies pour des arnaqueurs. On a donc demandé attention à notre cher Damien Bancal d'expliquer à quoi servait cette technique. On l'écoute. C'est parti. Alors, le problème de l'intelligence artificielle, on l'a bien compris, on peut modifier des images et donc aujourd'hui, on peut modifier aussi le son et la voix. C'est malheureusement très simple à faire. On récupère, quelques secondes d'une voix et ensuite on va pouvoir l'intégrer n'importe où, que ça soit par un appel téléphonique automatisé ou par une image modifiée. Bref, pour se protéger, compliqué. On va pas arrêter de parler, mais malheureusement, il va falloir réfléchir aujourd'hui à comment pouvoir répondre, à un appel téléphonique. Faites jamais d'interview de Damien Bancal sur la digestion, il est toujours un peu particulier. Allez-y. En fait, pour vous expliquer, les quelques mots servent à l'IA et derrière, en fait, l'IA reproduit la voix notamment pour les proches et appelle vos proches pour dire voilà, j'ai besoin d'argent en toute urgence, fais-moi un virement. Ou les escrocs se servent de cette ligne qui se montre active pour revendre votre téléphone pour ensuite des fraudes par SMS ou vendre sur le dark web. Donc attention, lorsque vous recevez des appels, ne parlez pas trop. Merci beaucoup. Johanna, c'était clair, concis, et c'est ce qu'on attendait de vous. Et puis alors, allez chercher les œufs puisque nous sommes maintenant déjà à Pâques. Qu'est-ce qui se passe dans une seconde, Stan, s'il vous plaît ? Dans une seconde, nous entamerons une troisième mission avec Marie qui est avec nous dans le studio. Elle n'y est plus, elle était là. Elle était là au début de la première arnaque et elle est arrivée chez elle, là d'ailleurs, Marie, puisqu'on rappelle qu'elle est en Moselle. À tout de suite sur l'antenne d'RTL. Nous sommes sur RTL. Stan, que se passe-t-il ? Johanna est toujours là, vous vouliez lui dire quelque chose ? Oui, alors pas Johanna spécifiquement, mais vous allez voir, nous sommes même sur M6, Julien, et nous avons un téléspectateur qui apparemment nous regarde assez régulièrement et qui nous a envoyé hier un message vocal que nous avons reçu à la rédaction et j'avais envie de tous vous le faire écouter parce qu'il nous a assez fait rire, vous allez voir, c'est pas piqué des hannetons comme on dit. Julien, je t'appelle parce que je regarde ton émission tous les jours, je suis à la retraite, j'ai que ça à foutre. Je me fends la gueule, évidemment, t'es marrant, t'es comique. Mais bon, pourquoi le Stan, il se rase pas ? Et puis j'aimerais avoir l'adresse du couturier qui fait les vestes à Olivier, oui, bien évidemment, oui.
Et puis, j'aimerais dire à Johanna qu'elle est belle comme tout, très belle. Seulement, elle a un peu trop de rouge à lèvres. Voilà, c'est tout. Par contre, oui, les vestes à Olivier, c'est magnifique. Ouais. Allez, salut Julien. Merci monsieur, mais c'est génial. Voilà, c'est son filtre. C'est la grande famille RTL, chacun a le droit à son petit... Chacun est rhabillé. Elle n'a pas trop de rouge à lèvres, vous mesdames, vous trouvez qu'elle en a trop? Non, ça lui va magnifiquement. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Non, En effet, j'en mettrai encore moins la prochaine fois. Alors, le rasage, quelque chose à dire, Stanislas Vignon? Mais le problème, c'est que ma mère me dit la même chose, donc il va falloir que je fasse attention. Oui, et puis si le rouge à lèvres de Joël. Allez, on avance sur les différents dossiers. Et juste, je peux vous demander un petit service, comme on est sur M6, parce que tout à l'heure, on a entendu dans les arnaques de Johanna, notre ami bancal, faire une explication, mais vous ne l'avez peut-être pas vu si vous étiez sur M6, parce que regardez-le, ça permettra à monsieur de nous faire un petit message concernant Damien Bancal. Pourquoi il se met du rouge sur les pommettes? Il se prend pour un clown ou quoi? Voilà. Et en tout cas, cette douelle coupe lui va très très bien. Et donc, on peut se permettre des attaques sur le physique alors? Oui, là, d'accord. Tout est permis. Installez-vous. Bon. Vous vous rappelez de l'ancien rédacteur en chef Alain Hazard? Oui. Je me moquais souvent de lui en faisant croire qu'il buvait un coup. Et un jour, on avait reçu un appel d'un monsieur, mais très en colère contre moi. Bon, le monsieur avait bu un coup lui-même. Et le message faisait: oui, j'ai un courrier. Je vous écoute, c'est bien gentil, mais maintenant j'ai ras-le-bol. Foutez à paix. Putain, il a quand même le droit de boire un coup sans déconner. Mais je ne vous écouterai plus. Bon, donc tout ça, c'est des blagues. Hein. Rien n'est vrai dans tout ce qu'on dit. Sur quoi va-t-on là dans une seconde? Merci, Johanna. Du coup, on va vous libérer pour que vous puissiez aller passer Noël 2028 en famille. Sur quoi va-t-on, Stan? On est sur M6 dans quelques instants. Eh ben oui, on va pouvoir entamer le dossier de Marie qui est avec nous dans le studio. Allez, M6. c'est parti. Vous avez choisi M6 pour nous joindre. Ça peut vous arriver. @rtl.fr, quel que soit votre cas. Voici une nouvelle mission. RTL, merci d'être là. Du lundi au vendredi, 10h midi. C'est le fameux 10h midi d'RTL. 10h midi. Je le fais moi-même, sinon. Bon, c'est pas grave. Écoutez, le grand patron a dit il a fait passer un communiqué que le groupe devait faire 80 millions d'économies. Donc visiblement, on montre l'exemple. Les jingles en font partie. Je l'ai fait maintenant moi-même. Stanislas Vignon voudrait parler. Que se passe-t-il? Juste avant qu'on entame le problème de Marie, je voudrais vous tenir au courant de ce qui se passe ici en salle des appels, puisque vous savez, il y a quelques minutes, nous parlions du dossier de Clotilde. Clotilde qui a gagné 30 000 euros à un jeu à gratter. Malheureusement, elle s'est fait arnaquer par le buraliste qui a encaissé la somme à sa place. Elle l'a fait condamner. Ce monsieur s'est engagé à lui rembourser 25 000 euros. On l'a appelé tout à l'heure. Il vous a raccroché au nez. Et là, il vient de rappeler Bernard, qui est actuellement en train de lui parler hors antenne. Bernard va peut-être continuer de discuter un moment avec lui, mais à tout moment, il peut y avoir une alerte si ce monsieur veut prendre la parole. Il nous a pas vraiment raccroché au nez. Il nous a dit là je peux pas, mais il rappelle, donc c'est pas vraiment un raccrochage du style tiens tu peux toujours parler. Visiblement il faisait autre chose. Maintenant il faut qu'il puisse avancer avec Bernard et qu'il commence à payer un peu. Encore une fois, hein, on n'est pas là pour faire pleurer dans les chaumières, mais cette dame, comme elle gagne peu. Et comme beaucoup de gens qui gagnent pas beaucoup d'argent, elle prie le bon Dieu pour gagner dans les jeux de grattage en se disant mais j'ai le droit moi aussi un petit peu au bonheur. Et là elle gagne. Et là la pauvre, on lui pique son ticket et elle fait 20 ans de procédure, il paie toujours pas. Je trouve ça d'une injustice sans nom. Voilà. Du coup, oui Bernard, vous pouvez nous parler ou pas Bernard? Allez-y. Excusez-moi, pardon Julien, il me parle, il est vraiment dans la difficulté la plus totale. Là, il est en train de négocier avec quelqu'un. Ce qu'on lui avait promis, en l'occurrence les 25 000 euros pour les rembourser à Clotilde, il ne les a pas. Mais je le connais, comme ça il va entendre ce que je dis. Et il m'a dit la chose suivante: je vous promets que je me bats là tout simplement pour récupérer au moins 10 000 euros pour montrer à Clotilde que je suis de bonne foi et que je vais lui remettre ça à la fin du mois. Voilà ce qu'il me dit au moment où je vous parle et il écoute, Julien. Vous pouvez lui dire un petit mot, vous, mais non, mais j'ai pas grand chose à lui dire de plus parce que la pauvre Clotilde a l'attend. C'est d'une injustice sans nom ce qui lui arrive, monsieur. Il n'y avait pas une maison à vendre? J'arrive pas. Mais vous deviez pas vendre une maison, monsieur? Non, j'arrive pas. Mais attendez, est-ce qu'il y a une maison à vendre ou pas? Non, j'ai pas de maison à vendre, c'est en hypothèque. Mais c'est pas ce que vous nous avez dit la dernière fois. Elle est en hypothèque, Julien. En hypothèque. Bon, donc vous n'avez rien. Bon, Clotilde, voilà, on essaie tout, mais ce monsieur, alors après, je pense qu'il dit la vérité. J'ai fait mon possible pour avoir ça, et quand je l'aurai, je l'envoie directement. Clotilde, vous voulez parler? Clotilde! Je n'ai pas envie de lui parler directement, je vous comprends. mais c'est à vous que j'ai envie de parler.
Bon, monsieur, elle est en quand je l'ai des nouvelles, je vous contacte et je vous fais le nécessaire. Merci. Mais juste, oui, d'accord. Juste une dernière question, monsieur. Il est toujours là ou raccroché? Monsieur Julien, Il est là. Je n'ai pas envie de parler. Non, Clotilde, ne lui parlez pas. Ne lui parlez pas. Il est là, le monsieur, ou pas? C'est bon. Juste, monsieur, une question. C'est bon. Je reviens vers vous quand j'aurai des nouvelles. Monsieur, laissez-moi vous poser une dernière question, s'il vous plaît. Monsieur, soyez sympa. Une dernière. Joseph, est-ce que vous avez... La maison, elle est en hypothèque, vous me dites, mais elle est en hypothèque, pourquoi? Parce que c'est sous crédit pour la banque, monsieur. Parce que vous n'avez pas fini de payer le crédit. Ah non, pas du tout. Bon, il faut vraiment qu'il se passe un truc. Je vous en supplie. Faites quelque chose, ça fait 20 ans, c'est super injuste ce qui lui arrive à cette dame. Olivier Dauvert. Juste, monsieur, une question qui n'est pas de la malsaine curiosité. Bah voilà. Olivier, c'est terminé. On est bien content pour une fois que ça soit pas moi qu'on raccroche au nez, mais Olivier Dauvert. Il fallait bien que ça m'arrive une fois. Alors voilà, ces gens-là, qu'est-ce que je vous dis? Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Et le pire, c'est que le système est tel qu'effectivement, s'il n'a pas d'argent, il ne peut pas payer. Mais peut-être que dans ces cas-là, vu la gravité des faits, de carotter comme ça un billet, on devrait lui dire, si tu ne peux pas payer, soit, tu sais quoi, tu vas bosser pour l'État. Tu vas faire des travaux d'intérêt général, au moins tous les week-ends, ça va te donner à réfléchir pour voir si tu peux payer ou pas, parce que là, il se passe rien. Ce qui fonctionne bien, Julien, et je suis d'accord avec vous, c'est qu'effectivement, un sursis mis à l'épreuve avec un juge d'application des peines qui vérifie, et typiquement que le tribunal prononce une obligation de rembourser la partie civile, ça aurait pu permettre un garde-fou, mais dans ce dossier, manifestement, ça n'a pas été prononcé. Ce qui rend fou les gens, Olivier Dauvert, c'est pas que le monsieur puisse pas payer, parce qu'il a peut-être pas d'argent, parce qu'effectivement, si je vole 100 000, et qu'un jour on me dit, il faut rendre 600 000 et que je n'ai rien, je pourrais pas payer. Mais c'est qu'il se passe rien dans ces cas-là, au moins, montre que tu es attaché à régler le problème et va bosser le week-end. Moi, je voulais lui demander la chose suivante. Qu'est-ce qu'il possède dans sa vie quotidienne? On va imaginer qu'il a un smartphone, qu'il a une voiture, et que, au moins pour le symbole, il soit capable de se dessaisir de quelque chose qui lui appartient, qu'il le vende. Alors, il l'aura plus, il sera pénalisé, il aura plus de voiture, il prendra le bus, mais il montrera que la bonne foi qu'il revendique est une réalité. Parce que là, il dit qu'il est de bonne foi, mais ils le montrent pas. Et ça, c'est très embêtant. Après, on peut débattre. Ils font leur boulot, je le comprends, sur la Française des Jeux. Si on tape bénéfice de la Française des Jeux, ça marche super bien. Est-ce qu'elle ne peut pas se dire, madame, c'est nous qui allons faire les démarches. On vous donne 50% de la somme et on va les récupérer puisque vous nous avez fait confiance. Vous avez acheté nos produits et on vous a mis entre les mains d'un monsieur qui vous a volé, quoi. Mais c'est vrai qu'on pourrait penser à ça, une forme de geste commercial, même si juridiquement ils ne sont pas tenus. Ils ont quand même au début s'engagé à faire une enquête interne et effectivement il n'y a pas eu de conséquences par rapport à ça. Et ce qui est écœurant, Julien, c'est qu'on a 10 ans de procédure. Clotilde qui a déboursé des frais d'avocat, des frais de justice, ce qu'on appelle les dépens d'huissier, et ce monsieur, et au début, il lui a reversé 200 € sur les 30 000 € gagnés en disant votre ticket, c'est 200 € votre gain. Donc je trouve ça écœurant, effectivement, moralement parlant. Voilà, et c'est pour ça qu'on s'était dit que la Française des Jeux pourrait donner un petit coup de main. Ils ont, eux, la force de persuasion pour aider ces gens-là. Et puis, encore une fois, c'est eux qui ont choisi ce buraliste, c'est pas elle. Oui, Bernard. La Française des Jeux a été très claire, Julien. En justice, ils ont gagné. Donc, à partir de là, pour eux, ils n'ont pas été considérés comme solidaires en termes de responsabilité. C'est pour ça qu'ils ne remboursent rien et ils ne veulent rien rembourser. On parle de commercial, c'est tout. On ne parle pas de justice. Il n'y a pas de commerce chez la Française des Jeux. Il n'y a que des gains. Voilà. C'est comme celui qui donne de l'argent à un SDF. Il n'a pas été, il n'est pas obligé de lui donner. Il lui donne parce qu'il a du cœur et pourtant il est pas responsable de la condition du monsieur SDF. Mais c'est juste, voilà, un peu de solidarité. C'est comme ça. Bon, allez, on y va. On avance et on va voir si ce monsieur tient ses promesses. On ne laissera pas tomber. En tout cas, ce qu'on peut dire à cette dame, c'est qu'on va y revenir aussi souvent qu'il le faut. Maître Hadou, vous n'êtes toujours pas parti. Décidément, vous nous aimez bien, vous. Parce que d'habitude, elles partent beaucoup plus tôt. Alors, les SMS. Je comprends parce que moi, je fais comme cette dame et elle dit qu'elle n'en peut plus. Elle reçoit 10 SMS de pub par jour, de la mutuelle, de la formation CPF, de l'isolation à 1 €. Elle n'a rien demandé et elle se sent impuissante. Que dit le droit pour aider les auditeurs d'RTL? Alors, il y a plusieurs choses à faire et c'est la bonne nouvelle, surtout qu'il y a plusieurs moyens gratuits d'agir contre ces SMS. Il faut savoir que normalement, on ne peut pas vous envoyer de la prospection commerciale sans que vous donniez votre autorisation au préalable. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, il y a un numéro qui est peu connu, qui s'appelle le 33 700, où vous pouvez envoyer la prospection commerciale. Et si c'est un spammer, après, vous vous demandez le numéro et ils vont bloquer, c'est l'État qui va bloquer le spammer si vous n'avez pas donné votre autorisation. Un autre cas où, par exemple, vous avez donné votre autorisation préalable et vous en avez marre, c'est simple, c'est le stop. Qu'on répond par SMS. Ça peut être efficace si la personne est de bonne foi et si elle ne l'est pas,
comme d'habitude, on va à la CNIL, on porte plainte et c'est très efficace. Maître Adouz, spécialisé dans le droit numérique. Stan, salle des appels RTL. Alors, on n'oublie pas aussi qu'on a Julie dans notre studio RTL. Julie, nous avons démarré son dossier à 10h. Et Julie, malheureusement, elle était en couple avec un homme assez violent. Et lorsqu'elle l'a quitté, il a saccagé toute la maison de colère. Ils ont été condamnés tous les deux, Julie et ce monsieur, puis in solidum, puisqu'ils étaient tous les deux sur le bail. Et aujourd'hui, eh bien, ce monsieur ne paie pas sa part de la condamnation. Nous l'avons appelé tout à l'heure. Il vous a répondu, eh bien, que il n'avait pas le temps, que c'était un mauvais jour pour l'appeler puisqu'il était à un enterrement. Mais Hervé Pouchol continue d'essayer de mener le contact, de mener la discussion avec ce monsieur. C'est un petit peu compliqué pour le moment. Hervé Pouchol, vous m'en dites un peu plus? Alors, je continue régulièrement en respectant, bien entendu, le deuil de ce monsieur. Et je lui ai envoyé plusieurs textos en lui expliquant pourquoi on essayait de le joindre. Il n'y a aucun retour. C'est silence radio. Et j'ai essayé de le joindre. Dans une cérémonie, c'est pour cette raison que je respecte absolument. Un texto, vous savez, dans l'église. Non. Et vous m'obligez à raconter pour la 100e fois cet enterrement où je me suis trompé. Je suis arrivé 1 heure en avance et du coup l'enterrement était déjà démarré, donc je pensais moi être à l'heure et je suis rentré dans l'église et l'enterrement précédent. Donc quand j'ai ouvert la porte, ça a fait du bruit, tout le monde s'est retourné. Je me suis assis au fond de l'église et je reconnaissais pas grand monde et tout. Et puis quelqu'un prend un micro pour faire un discours. Jean-Paul, tu étais aimé de tous. Même de gens connus comme Julien Courbet qui est avec nous. Qui c'est Jean-Paul? Et j'étais pas au bon enterrement. Enfin, en tout cas, je leur ai fait plaisir ce jour-là. Voilà. Je peux faire plaisir en toutes circonstances. Vous êtes sur RTL. Merci d'être avec nous. On se retrouve dans quelques instants. Merci d'être avec nous. Vous écoutez RTL. C'est le 10h midi d'RTL. Alors, on a traité un cas complètement dingue puisque je vous rappelle qu'il y a une dame qui est assistante, je crois, elle est là pour faire la toilette aux personnes âgées, donc tout petit salaire, et elle a envie comme tout le monde de s'offrir des petits bonheurs. Alors elle achète des jeux de grattage et elle gagne le gros lot. Le buraliste lui pique le ticket, va l'encaisser, il va être condamné, il ne rembourse rien. Il lui doit avec les intérêts 40 000, elle accepte de négocier à 20 000 si au moins elle les a. Finalement, il ne donne rien. Là, on vient de l'appeler, il nous dit « mais j'ai rien, je peux rien donner ». Il aurait un bracelet électronique, ce monsieur. Et, écoutez bien, il vient d'envoyer un texto et là, j'ose même pas le dire à notre amie Clotilde. Vous êtes là, Clotilde? Bon, Clotilde, elle ne me répond jamais. Oui, monsieur Julien, je suis là. Clotilde, j'ose à peine vous dire, vous allez voir le texto qu'il nous a envoyé. Lisez-le, Bernard, ne vous énervez pas, Clotilde, je tiens quand même à vous le lire puisque c'est votre affaire. Ça vient d'arriver, écoutez bien. Si elle est d'accord, pour les 10 000 euros, je poursuis mes démarches et on finit avec ce problème. Merci. Donc on est passé à 10 000 maintenant. C'est quand même dingue. Déjà, elle avait accepté 20 000, il a rien donné. Maintenant, il en est à 10 000. Donc ça veut dire que les 10 000, il doit les avoir peut-être quelque part. Et c'est comme la dernière fois, Julien. Je vous rappelle, la dernière fois, c'était mais j'ai rien. Et puis le lendemain de l'émission, bon, 20 000, mais c'est tout. Donc apparemment, s'il veut, il peut quand même trouver quelques dizaines de milliers d'euros. Et non, moi je pense qu'il faut qu'il lui donne 10 000 et après éventuellement il y a un échéancier pour le reste. Donc on lui relaisse un message. On lui laisse un message. On y va. Mais on va vite tomber à 5 000, je vous le dis franchement, parce que et vous allez voir que si vous restez avec nous et que nous sommes là la saison prochaine, elle va lui devoir des sous. Allez, elle me donne 1 000 et on arrête tout. Et on arrête les histoires. Oh mais c'est de la folie ça, c'est de la folie. Bon, que ça vous serve de leçon, jamais le ticket ne quitte votre main. Votre appel a été transféré vers la messagerie. Je lui laisse un message. La personne que vous tentez de joindre n'est pas disponible. Enregistrez votre message après le bip sonore. Une fois votre enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Message pour Joseph à l'homme, très exactement. Joseph, Julien Courbet à l'appareil, c'est la radio RTL de nouveau.
Donc on a reçu le texto, enfin Bernard Sabat l'a reçu, où maintenant vous parlez de 10 000. Donc vous lui devez, je crois, si on suit le jugement... Donc on était sur un gain de 30 000 euros et il a été condamné, monsieur, pardon, vous avez été condamné à cette somme-là. Voilà, à 30 000. Et on a trouvé un accord à hauteur de 25 000 euros. On a trouvé un accord à 20 000 euros, je crois. À 20, elle était... C'était 25. 25. Bon, 25, et maintenant vous tombez à 10. La prochaine fois, vous allez lui proposer quoi, 5 000, puis à un moment donné, vous allez lui dire, bon, bah, si elle me donne 1 000 euros, je laisse tomber. Monsieur, c'est pas possible. Donc je vous en supplie, revenez vers nous, faites... Et au lieu de faire des propositions comme ça verbales, envoyez des sous. Et à la rigueur, peut-être négocier avec elle. Vous lui envoyez 10 000 et vous lui dites, bah tiens, est-ce que ça te va ou pas? Vous verrez bien si elle fait des démarches. Mais là, c'est du blablabla, et elle a l'impression de se faire, bon, elle s'est déjà fait avoir, ça c'est sûr. Mais là, ça fait quand même beaucoup. Je vous rappelle, monsieur, que cette dame, elle est aide ménagère et qu'elle galère dans la vie. Monsieur, on compte sur vous pour nous rappeler du côté de l'homme. On récupère l'appel, s'il vous plaît, Stan. Olivier Dauvert, je vais passer vers vous avant de tout casser parce que je trouve que l'injustice est à son maximum. Et il y a une personne qui dit, alors on rappelle que Lidl, donnez-nous le classement, c'est 1 Leclerc en vente. 1 Leclerc, 2 Carrefour, 3 Intermarché, 4 coopératives U et 5 Auchan. Là, on parle des enseignes généralistes, c'est-à-dire d'hypermarchés, de supermarchés. Quelle est la différence avec Lidl? Ah ben justement, c'est la question qui m'a été posée, c'est pourquoi il y a-t-il moins de choix dans un Lidl? Parce que c'est vrai que ceux qui font leurs courses chez Lidl, donc Lidl, c'est un supermarché qui fait à peu près 1500 mètres carrés. Alors ça vous dit peut-être rien, 1500 mètres carrés, mais c'est à peu près comme un Carrefour Market ou comme un Intermarché. Et pourtant, alors qu'il a la même taille qu'un Carrefour Market ou qu'un Intermarché, il y a à peu près 10 fois moins de produits dans un Lidl qu'il n'y a dans un Carrefour Market. Parce que c'est le modèle de Lidl de vous enlever du choix, mais en échange, il achète plus d'un seul produit et donc il a des meilleurs prix. Ça veut dire qu'il vous donne pas et du yaourt à la fraise, et à l'abricot, et à la myrtille, et à la framboise, et au cassis, et au mélange cassis-fraise, etc., etc. Il vous en propose un, donc il a plus de volume sur un seul et même produit, donc il a un meilleur prix, donc ça vous coûte moins cher, mais vous n'avez pas le choix. Ça veut dire que quand vous allez chez Lidl, vous renoncez en fait à quelque chose qu'on apprécie par ailleurs, un exemple précis. Mais un avantage, vous avez du prix. En yaourt, sur un Carrefour Intermarché Auchan, je vais trouver par exemple 20 références 10. Pas du tout, vous pouvez avoir 200 produits de yaourt différents dans un Carrefour Market, un Carrefour, un Intermarché, un Leclerc, et puis vous en aurez peut-être 20 dans un Lidl. Donc vous voyez, quand je vous dis que c'est 10 fois moins de choix, ça correspond objectivement à la réalité. Mais en échange de ça, encore une fois, vous avez des prix plus bas. Et c'est pour ça que Lidl intéresse ceux qui se fichent un peu du choix, mais qui regardent d'abord et avant tout le prix pour un même niveau de qualité, bien évidemment, parce que je compare pas des premiers prix et des grandes marques. Donc, c'est normal qu'il y ait moins de choix chez Lidl. C'est ce qui participe au fait que, il a des prix qui sont très intéressants. Eh bien, merci pour cette explication. Nous continuons. Vous avez choisi RTL. C'est le désert midi. Bon week-end d'ores et déjà à tous. Stan, s'il vous plaît. Je vous propose de revenir sur le dossier numéro 1, celui de Julie, qui a été condamnée avec son conjoint, puisque lorsqu'elle l'a quitté, de colère, il a complètement saccagé la maison qu'il louait à deux. Donc, ils sont condamnés in solidum à payer 5 000 euros. Alors, Julie, elle paye sa moitié, mais l'ex-conjoint, lui, ne paye absolument rien. Nous l'avons eu brièvement tout à l'heure au téléphone. Il nous a dit, je suis à un enterrement, je ne peux pas vous parler, ce n'est pas le moment. Il a fini par raccrocher. Depuis, il ne nous répond plus. Je trouve que ce serait bien que vous lui laissiez un message maintenant pour qu'on puisse lui dire exactement tout ce qu'on avait à lui dire et qu'il puisse nous rappeler calmement peut-être par la suite. Rappelons quand même qu'il avait aussi été condamné auparavant pour violence sur cette dame. Là, je n'invente rien, il y a une condamnation. Il a pris combien de sursis? 5 ans. 5 ans avec sursis, c'est quand même pas rien, 5 ans, c'est que ça a dû être un peu violent quand même. Déjà, c'est pas rien, et vous avez, Julie, vous déposé une autre plainte pour menace de mort. Non, à l'époque, vous aviez déposé. 2022, j'ai déposé plainte contre lui pour menace de mort parce qu'en fait, il y a une autre histoire dans tout ça, c'est que j'ai aussi des animaux. Oui. 3 chiens, 3 chats. Et la chienne était à son nom. Il était censé la récupérer et en fait, il me tenait avec ça pour pouvoir me revoir, etc. Donc, à force, mon conjoint actuel a pris les choses en main et a fait changer le nom de la chienne pour que je puisse la garder. Mais dans tout ça, il y a eu énormément d'appels masqués, des menaces, et j'en passe. On l'appelle, on lui laisse un message à ce monsieur. Nous, on est juste là pour lui dire, vous vous en sortez super bien puisqu'elle n'accepte que la moitié alors que c'est vous qui avez tout cassé. Vous avez déjà été condamné en plus pour violence. Soyez sympa, trouvez un accord, on revient vers vous rapidement. Voilà ce que je vais lui dire. Alors, on va lui laisser un message. Il nous a bloqué sur l'autre numéro, donc il nous a dit, je suis à un enterrement.
Je peux pas vous parler, appelons-nous plus tard, mais il nous a bloqué. Donc là, ça va être compliqué. Habituel. Ah ben, c'est bon, on a l'habitude. J'ai essayé de Votre appel a été transféré Là, il nous a pas vers bloqué la sur messagerie. celui-là. La personne que vous tentez de Je joindre lui laisse donc un n'est pas message. disponible. Enregistrez votre message après le bip sonore. Une fois votre enregistrement terminé, vous pouvez raccrocher. Oui, bonjour. Message pour monsieur Maxime. Maxime, c'est Julien Courbet, la radio RTL. Je suis en train de faire mon émission et j'essaie de vous joindre car il y a une condamnation, je vous le rappelle, concernant vous et concernant Julie, puisque vous avez tout cassé dans l'appartement lors de votre séparation. C'est ce que nous dit en tout cas Julie. Vous êtes tout à fait en droit de venir sur l'antenne pour nous dire, elle vous dit n'importe quoi. Elle nous a dit que vous avez été également, monsieur, condamné à 4 ans avec sursis pour violence sur elle. Donc là, bon, on a le jugement, mais si vous voulez le contester, vous êtes le bienvenu. Aujourd'hui, voilà, la moindre des choses, c'est de payer cette demi. Donc appelez-la gentiment, trouvez un accord avec elle. Nous reviendrons vers vous pour que vous puissiez nous donner votre version des faits, sachant qu'il y a encore une plainte, je crois, qui a été déposée, mais qui n'a pas donné suite concernant des menaces. Classé sans suite. Ça a été classé sans suite. Voilà, on essaie de tout vous dire. Donc vraiment, trouvons un accord, monsieur, et puis vous sortez de là et vous vivez votre vie et elle la sienne. Je compte sur vous, monsieur Maxime, pour nous rappeler. Je vous laisse un numéro. Je compte sur vous, Maxime. Merci. Bonne journée. Vous prenez l'appareil, s'il vous plaît, et on y va. Bon, on va avancer et on se retrouve dans quelques instants sur l'antenne RTL. Nous sommes sur RTL. Vous écoutez le 10h midi en ce vendredi 5 juin. Stan, sur quoi va-t-on, s'il vous plaît, dans nos différents dossiers ? Écoutez, nous ne lâchons rien sur le dossier de Karine, le dossier numéro 2 que nous avons traité ce matin. Karine qui intervient pour son mari qui ne parvient pas à se faire payer par un artisan pour lequel il a travaillé. Pascal Normand, notre envoyé spécial, est toujours en train de mener son enquête sur place et il me dit « Laissez-moi 5 minutes, j'aurai peut-être du nouveau pour vous. En attendant, je vous propose qu'on donne la parole à Olivier Dauvert pour une démonstration. » Oh, petit vous avez été... Non mais franchement, on dirait un artiste qui présente au cirque. Et tout de suite, les Garmitov et leur caliche. Allez, allez-y. Alors, on va aujourd'hui vous expliquer comment on peut connaître à l'avance l'empreinte des produits que l'on va acheter au niveau du carbone. Vous savez que le CO2, les gaz à effet de serre, c'est un sujet général, mais aussi dans notre consommation. Et vous avez une enseigne qui commence à mettre sur son site internet, ce que vous voyez ici, quand vous faites vos courses, par exemple en drive, eh bien vous avez le poids carbone du produit que vous achetez. Par exemple, ces yaourts vont émettre 2 kilos de CO2 si vous achetez 1 kilo de ces yaourts-là. Donc, c'est une façon de nous sensibiliser à l'effet que peut avoir notre consommation sur le fameux réchauffement climatique. Alors, en tant que tel, si je vous dis, Julien, 2 kilos de CO2 pour 1 kilo de yaourt, ça vous dit probablement pas grand-chose parce que vous n'allez savoir pas quoi en faire. Alors, l'intérêt, c'est quand vous pouvez comparer des produits, et on va prendre 2 exemples pour vous faire toucher du doigt comment ça peut-être modifier notre façon de consommer. C'est le deuxième exemple. Il arrive à l'instant, admettons que vous vouliez acheter du jus de fruits pour votre petit déjeuner. Eh bien là, ça peut être intéressant de savoir que si vous achetez du jus d'orange, vous avez quasiment 800 grammes de CO2 pour 1 litre de jus d'orange. Si vous achetez du jus de pomme, ça sera un peu moins de 600 grammes. Donc le jus de pomme va générer moins de gaz à effet de serre, moins de CO2 que le jus d'orange. Pourquoi ? Parce que l'orange, en général, elle a traversé le monde puisqu'elle a été produite dans d'autres pays que la France. Ça vient souvent du Brésil, alors que la pomme, elle peut avoir été faite et pressée en France ou même en Europe. Donc là, déjà, ça peut vous permettre, pour ceux qui sont sensibles à ce sujet-là, d'en faire un élément de choix. Un autre exemple, et vous allez voir, pour ceux qui sont sensibles aux produits végétaux, de la crème dessert. Vous êtes au rayon des crèmes dessert de votre supermarché. En l'occurrence, ici, on est chez Intermarché puisque c'est eux qui le font. Vous pouvez choisir la crème dessert classique. Alors, c'est sur la marque de distributeur puisque c'est leur propre produit. Ils peuvent le faire. C'est l'équivalent de la Danette, pour faire très simple. Donc, si vous achetez la crème dessert au chocolat à la marque Intermarché, c'est un peu moins de 4 kilos de carbone. Si vous achetez la version végétale, ça veut dire qu'il n'est pas fait avec du lait de vache, mais par exemple du lait de soja, alors vous voyez que c'est 3 fois moins de CO2. Pourquoi ? Parce que la vache est un animal qui va générer beaucoup de CO2. La production de lait est très coûteuse en CO2. La production de soja ou d'amande, par exemple, pour faire du lait d'amande, sera moins génératrice de CO2. Donc, vous voyez là, pour 2 produits qui peuvent peut-être se substituer dans votre assiette, vous allez pouvoir faire de l'émission de gaz à effet de serre un élément de choix
on le sait, c'est totalement transparent. Et vous voyez que quand vous le faites comme ça en comparaison, eh bien, ça peut devenir un élément de choix intéressant. Encore une fois, si vous êtes sensible. Eh ben, très bien, vous êtes sensible à ça, maître Dancoing ? Ah oui, vous regardez l'empreinte Mais carbone. bon, je me disais que mes enfants préféraient le jus d'orange. Alors, je suis ennuyée par rapport au jus de pomme. En tout cas. On prend ce que l'on veut. Un petit coup sec derrière la nuque, ils vont aimer le jus de pomme. Ça s'appelle l'éducation. Vous savez qu'on est corvé avec Non, mais sans blague. Depuis quand on choisit les jus maintenant ? Elle les tient pas. Demandez à Maître Adou. Son père lui faisait boire n'importe quoi et elle s'est jamais plaint. À Maître Adou, ça tombe bien. Restez avec nous sur RTL. Michou. Si ce n'était pas des cas compliqués, j'ai envie de vous dire, la fête continue, parce qu'on n'a pas terminé le programme. Pardon, une alerte, attention, il se passe des choses. Que se passe-t-il ? Pascal Normand, alerte M6, quoi ? Pascal ? Oui. Je vous écoute. Oui, je suis sur la trace de ce fameux Kenzo. Et je suis avec Marie parce qu'il a été domicilié dans cette entreprise, dans l'entreprise de Marie. Et Marie est en colère parce que il y a une usurpation d'adresse. Elle est en direct avec nous. Marie, elle vous écoute et elle n'a pas revu ce monsieur depuis un petit moment qui lui doit de l'argent. Et l'information qu'on a, c'est que Kenzo et Pierre, Marie, c'est la même personne. Hein. Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour madame, Julien Courbet à l'appareil. Je vous écoute. Alors, en fait, monsieur, il a signé un contrat. Alors, j'avais donné les informations là en en mars 2024, d'accord ? Il a payé 6 mois. Et ensuite, donc en juillet, il a payé 4 mois très exactement. Et au 1er juillet, il a reçu une deuxième facture qu'il n'a jamais payée. Et il faut savoir que dans un contrat de domiciliation, si la personne ne fait pas dans le mois qui suit les démarches au greffe pour modifier l'adresse, pour qu'il ait mon adresse en fait, le contrat est résilié déjà d'office. Donc j'ai envoyé des courriers de relance parce que je n'avais pas son document à jour, INSEE. En fait, il est toujours domicilié donc il n'a jamais fait les démarches de domiciliation. Donc en fait, je peux même pas récupérer de sous après puisque de toute façon, il n'a pas fait les démarches. Le greffe est au courant, bien sûr, puisque j'ai fait les démarches. Les impôts et l'URSSAF aussi. Alors, d'accord. Donc, en réalité, ça serait bien il n'a jamais été inscrit chez moi. Ça serait bien qu'ils interviennent d'une manière ou d'une autre. Il vous doit combien, vous ? Oh, c'est de l'ordre de 200 €. Ça va pas bien loin. Non, mais ok, voilà. C'est pour essayer de comprendre le contexte. Eh ben, merci beaucoup. Voilà, Karine, le dossier qui s'alourdit un petit peu. Eh oui. Comme on dit. Alors, on va continuer à essayer de trouver ce monsieur. On lui lance vraiment un appel à l'entreprise. Ça commence à faire beaucoup et j'espère qu'on n'aura pas d'autres témoignages. Merci de nous rappeler même en antenne pour trouver un accord avec nos amis spécialistes de la zinguerie, la SARL Goutte d'eau. Très bien, merci beaucoup. Une question, Maître Adou, sur les jurisprudences, parce qu'il y a de plus en plus donc de condamnations. Qu'est-ce qu'une jurisprudence ? C'est quand quelqu'un est condamné, ça permet de dire à tous les autres, attention, si vous faites la même chose, vous risquez d'avoir la même condamnation. On y reviendra tout à l'heure. Il y avait un tuyau que je voulais vraiment que vous donniez à tout le monde, c'est cette histoire de France Identité. Alors, le hasard veut que la semaine dernière, je me suis dit, allez, arrête de jouer les vieux, mets-toi à ça. Et donc, j'ai rentré ma carte d'identité et j'ai rentré également mon permis de conduire dedans. Donc, ça veut dire que si je me fais arrêter, je n'ai plus besoin de les avoir, je montre ça à la police, d'accord ? Ça vaut comme justificatif, mais alors c'est beaucoup plus utile pour tout ce qui est procédure administrative. Il faut quand même aller en mairie pour faire certifier son identité. Juste rentrer dans l'application ne suffit pas. C'est ce qui donne d'ailleurs sa force à l'application. Ah ben mince, alors ce que j'ai, ça sert à rien. Non, c'est déjà ça. Ça peut aider pour justifier l'identité. C'est pas non plus comme avoir sa vraie carte d'identité sur soi. D'accord. Mais pour toutes les procédures, notamment celles dont je vais vous parler, il faut aller certifier. Alors, vous avez déjà l'habitude, par exemple, sur Le Bon Coin ou pour louer une voiture, qu'on vous demande un justificatif d'identité. Le mauvais réflexe, c'est quoi ? C'est je prends ma carte d'identité, je la photocopie et je l'envoie sur mail, une application, etc. Ou même je la garde sur mon drive. Le problème, c'est quoi ? C'est déjà, ça peut être directement un escroc qui vous demande cette pièce et qui l'utilise après pour, je sais pas, prendre un crédit à votre nom ou usurper votre identité. Ou même des hackers qui vont après sur ces réseaux-là et qui récupèrent votre carte d'identité. Je rappelle quand même que c'est 18% des Français qui ont été victimes d'usurpation d'identité. Donc c'est très important d'éviter. Alors un moyen gratuit et facile, c'est France Identité. Donc vous prenez cette carte, il faut qu'elle soit à ce format-là. Vous avez votre application, vous allez à la mairie, vous faites certifier et sur l'application, on peut vous délivrer ce petit PDF qui est un justificatif d'identité
usage unique. Donc vous remplissez, là par exemple j'ai dit que c'était destiné à Julien Courbet, le motif pour l'émission avec une validité d'1 semaine. Et après, Julien, vous recevez, ce justificatif que vous scannez via l'application. Et je vois que c'est vraiment vous. Et voilà. Et ça évite, du coup, d'avoir la carte d'identité qui se balade de téléphone en téléphone et tous les problèmes que ça peut. Mais ça, c'est super important. Hein. C'est de la folie aujourd'hui. D'ailleurs, il y a beaucoup le demandent et ne devraient pas le demander. C'est de la folie de dire envoyez. Je l'ai vu pour une location là récemment, de envoyer votre pièce d'identité par mail. Enfin, c'est pour se faire pirater. Il y a rien de pire, quoi. Bon, merci pour ce tuyau. On pourra le mettre sur le Facebook quand même pour qu'on se rappelle bien de tout ça. Bien évidemment. En plus, ça vous occupera un peu aujourd'hui. Parce que les après-midi sont longues, hein, on va dire les choses comme elles sont. Moi qui comptais partir à 14h30, je vais être obligé de rester jusqu'à 15h. Qu'est-ce que vous voulez ? Écoutez, ça sera votre nouveau record. Virginie vient de nous rejoindre. Soyez la bienvenue, Virginie. Bonjour. Nous allons tout faire pour vous aider à n'importe quel moment. Vous le savez, il peut y avoir des rebondissements sur le cas de Julie. Son compagnon, après lui avoir tapé dessus, il a été condamné. Sinon, je ne me permettrai pas de le dire, à dévaster l'appartement et ne paierait pas. Karine, une entreprise qui semble être un peu fantôme, il faut dire les choses comme elles sont, l'a fait sous-traiter et a disparu dans la nature, donc elle a bossé pour rien avec son époux. Quant à Marie, quelle mission, celle de Virginie, qui nous arrive de Haute-Savoie. Alors Passy, on dit Haute-Savoie, on imagine une petite maison dans la montagne, des prés partout. Votre époux, car je vois que, votre compagnon, sortant en faisant oh là là, voilà. Bon, c'est ça qu'on imagine là. Peut-être un bouquetin, je ne sais pas. Racontez-moi, comment c'est chez vous ? Faites-moi une carte postale. Oui, effectivement, on est. Il fait vraiment ça, votre mari. Alors là, vous ne pouviez pas lutter. Non. Alors c'est vrai, vous êtes en pleine montagne ? En pleine montagne, dans une vallée, oui, en pleine montagne près de Chamonix. D'accord. Donc, on est entouré de montagnes. C'est fabuleux. Degrés. Alors les hivers, on est un peu isolé des fois ou non, ça va. Non, ça va. Oui, alors les enfants, je vois qu'il y en a quand même 3, ça fait du ski, ça, non ? Ah oui, forcément. De toute façon, tous les champions de ski vivent. Ils y vont le mercredi parce que ce qui est génial quand on est en montagne, c'est que l'activité souvent du mercredi après-midi, etc., c'est d'aller emmener les gamins faire du ski. C'est ça. C'est des super skieurs, vous les suivez pas ? Non. Quel âge ont-ils ? Alors 25, 24 et 21. Ça doit faire des sauts en écartant les jambes, non ? C'est ce qu'ils font souvent. Les gamins, ils adorent. Ils aiment bien. Ils sautent et ils écartent les jambes. Ça sert à rien, mais ils le font. Mais on vous sert quelque chose ou pas ? Non, pardon, on y va. Alors, pourquoi êtes-vous là, Virginie ? On le rappelle parce que avec votre mari, alors c'est votre mari ou vous êtes pacsé ? On est pacsé. Mais alors pourquoi j'ai Marie sur la fiche ? Elle peut pas être pacsée sur cette fiche. Concentrez-vous sur le dossier, s'il vous plaît. Non, mais moi j'aime la précision. Vous avez donc acheté une maison en janvier 2022. Vous rencontrez plusieurs artisans afin d'effectuer des travaux nécessaires, dont un plombier, lui-même recommandé par l'électricien. Donc l'électricien vous a dit, je connais un petit plombier. Oui. Vous lui avez fait confiance. Le professionnel semble expérimenté et vous acceptez son devis de 8 680 €. Laura Uricel, vous êtes une professionnelle du journalisme et vous allez nous expliquer ce qui va se passer en mars 2022 dans ce dossier. Eh bien, en mars 2022, elle va verser quand même plus de 5 800 €, donc sur un devis de 8 680 €, donc c'est quand même une très grosse somme. Ce monsieur, il va commencer à intervenir chez elle, mais il va rapidement abandonner le chantier. Et là, on arrive sur un problème quand même assez important. Il va y avoir une grosse fuite sur ce chantier. Donc, notre amie Virginie, elle va faire appel à un commissaire de justice et elle va surtout devoir déclencher l'assurance décennale de ce monsieur. Et là, alors dites-le, et là, c'est le drame, comme l'on dit dans les reportages. Car écoutez bien, mesdames et messieurs, et là, on bascule, on change de bureau et on passe chez Jean-Pierre Pénal. Car qu'allez-vous découvrir, Virginie, concernant cette attestation d'assurance ? Que c'était une fausse attestation. Qu'il a fabriquée avec de l'IA falsifiée, oui, je pense, ou il s'est fait aider, je ne sais pas. D'accord. Mais en tout cas, il nous l'a communiquée, mais elle était fausse. Bon, donc lui, il est très fort. Lui, il sait qu'il faut communiquer. Alors, décidément, on a tout dans cette émission. Vous avez ceux qui communiquent pas et ceux qui communiquent, mais ils envoient une fausse. Alors, quand vous l'appelez, dites-moi, parce que c'est ça qui m'intéresse, en lui disant, dis donc, vieux, parce que c'est comme ça que l'on parle en général quand on a un petit souci, tu nous aurais pas refourgué une fausse attestation, qu'est-ce qu'il vous dit ? Il répond plus. C'est fini ? Il répond plus. Visiblement, il nous bloque et il bloque aussi l'électricien qui essaie de l'appeler pour solutionner. Bon, alors il a été jugé après ? Oui. Vous l'avez condamné et vous vous êtes aperçu qu'il avait déjà été condamné ? Oui. Donc, voici un homme il avait déjà été condamné. Pourquoi ? On le sait, ça, ou pas du tout ? Non. Vous ne savez pas. Voilà un homme qui a déjà été condamné, qui est recondamné une deuxième fois et qui fait défaut.
J'ose espérer, alors j'ai pas eu le jugement, mais que le juge a dit à un moment donné, monsieur, vous allez arrêter, vous ne pouvez plus monter de société. Vous pouvez pas comme ça rouler les clients dans la farine. Alors je vais vous décevoir, Julien, parce que malheureusement, on a déjà, en tout cas, heureusement pour lui, ce qu'on appelle une forme d'alternative aux poursuites, une ordonnance pénale. Donc il a bénéficié du plaidé coupable. Il a, oui, été condamné sur le plan évidemment pénal, puisqu'il a 60 jours de jours amende, hein, donc il a, donc cette peine-là, et il a 3 000 € de dommages-intérêts à vous verser. Donc là, lorsqu'on parle des jours amende, c'est une sanction pénale, c'est-à-dire que vous devez payer une amende auprès du Trésor public, et si vous ne payez pas cette amende, là, vous devez effectivement potentiellement être emprisonné. Aujourd'hui, il n'a pas été emprisonné, il faudra signaler au parquet qu'il n'a pas exécuté cette peine-là. Donc c'est quand même une épée de Damoclès, et à double titre, Julien, parce qu'il a des antécédents judiciaires. Donc on ne peut pas parler de récidive, c'est pas le cas, ça serait galvauder le terme, mais en tout cas, il a tout intérêt à s'exécuter par rapport à ça. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, il n'a pas été interdit évidemment de gérer. C'est pas l'objet évidemment d'une ordonnance pénale. Je ne vais pas persifler, je vais juste exposer les faits pour être Julien gentil. Voici donc un homme qui a déjà été condamné, qui par la suite, après avoir été condamné, refourgue des fausses attestations d'assurance, est condamné une nouvelle fois à payer, ne paie pas, et comme on ne vérifie pas s'il a payé ou s'il n'a pas payé, continue sa vie, et peut-être est-il là, il est dans la Savoie également ce monsieur, est-il en train de cueillir des Edelweiss, enfin en tout cas de passer une bonne journée. Eh ben, il a raison puisqu'il peut le faire, donc je vois pas pourquoi il n'enverrait plus de fausses attestations puisque les condamnations lui permettent d'être tranquillement chez lui. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre, maître Dancoin? Mais c'est quand même grave. J'en suis aussi la première désolée pour vous. Parce qu'après vous, les avocats, vous dites, qu'est-ce que vous dites à vos clients quand vous leur dites, ça y est, on l'a fait condamner, il paie pas. Oui, madame, mais vous allez me payer moi avocate parce que j'ai travaillé et vous êtes condamné et au bout du compte, ça n'a servi à rien. Voilà, après, c'est pas pour se défausser, mais c'est évidemment, on s'en remet au commissaire de justice. Vous, en l'espèce, c'est un peu particulier parce qu'on a une condamnation pénale et il faudra encore une fois en référer au parquet compte tenu de l'inexécution, de ce monsieur sur les jours amendes. Mais je dis pas non plus que la mise sous écrou sera effective, puisque c'est pas. Stan, que voulez-vous dire, s'il vous plaît? Alors le problème ensuite, c'est que ce monsieur, il déménage et on perd sa trace. Sauf que notre amie Virginie, elle continue, elle, de mener son enquête. Et alors, elle finit par retrouver... Mettez-moi la panthère rose, là c'est Virginie, me plaisanter. Elle a mené son enquête. Vous savez qu'il y a eu à une époque Colombo et ils avaient fait par la suite Madame Colombo qui a été un échec total. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire comme enquête? Expliquez-nous. Eh bien, elle finit par découvrir où est potentiellement sa nouvelle adresse. Donc elle va la vérifier, elle se rend sur place et elle arrive et elle le voit en train de fumer une cigarette sur le balcon du, je ne sais plus quel étage, peut-être 4e étage, je ne suis plus sûr. Elle se cache derrière un bosquet. Non. En attendant, non, je rigole. Là, moi, j'étais pendu à voler. Et comment vous avez fait pour découvrir sa nouvelle adresse? J'ai fait des recherches et puis il y avait plein d'adresses. J'ai pris toutes les adresses et je suis allée sur Génial. place. En tout cas, vous avez mis moins de temps pour trouver son adresse que nous pour trouver la musique de la Panthère Rose. Mais ça, c'est pas grave. Alors, du coup. Alors, elle a suivi jusqu'au café du coin, jusqu'à tabac du bas de la rue. Et puis là, elle s'est dit, en fait, je vais peut-être pas tout de suite aller à sa rencontre parce que sinon, il risque à nouveau de déménager s'il sait où j'habite. Donc, je vais peut-être prévenir d'abord l'équipe de Julien Courbet. Et c'est pour ça qu'on a envoyé notre Sacha Pasquali sur place. Là, on va pouvoir mettre la panthère. Le mammouth rose. C'est parti. Vous entendez, Sacha? Oui, je vous entends, Julien. Effectivement, je suis caché à 2 pas de l'interphone de ce monsieur. Et ce que je peux dire, c'est que déjà, c'est un bel ensemble immobilier avec des beaux appartements qui ont une super vue sur la montagne. C'est vraiment magnifique. Allez, on y va. On essaie de téléphoner d'abord. On est du côté du 74. Nous appelons donc un artisan pour lui dire, monsieur, non seulement vous avez refourgué une fausse attestation, vous avez été condamné et vous ne payez pas la condamnation. Je ne sais pas si... Je crois en plus qu'il continue de bosser. Allô, Jules? Ah non, attends. Je sais pas, on me dit allô. Moi, je répète allô, bêtement. Personne n'a dit allô. Ça sonne. Oui, non, merci, Hervé Pouchol. Allô, Jules? Allô sans arrêt. Vous m'entendez? Oui. Jules? Bonjour. Oui, Jules, pardon de vous déranger. Jules, je vous entendais mal. Jules, vous allez être un peu surpris. C'est pas une blague, c'est Julien Courbet, la radio RTL. Je cherche à joindre l'entreprise Jules. Monsieur, je me permets de vous appeler.
rien de très grave, mais quand même un peu. Virginie est à mes côtés. Vous savez que vous avez été condamné parce que vous avez donné une fausse attestation d'assurance pour le chantier que vous deviez faire chez elle, et elle a toujours rien touché. Alors moi, je me suis dit, on va l'appeler quand même parce que vous nous dites peut-être n'importe quoi. Virginie, qui vous dit bonjour parce que c'est pas une blague. Hein. Oui, bonjour Jules. Alors pourquoi vous êtes avec nous sur la radio RTL, s'il vous plaît, Virginie? Parce qu'il nous a été délivré une fausse attestation d'assurance pour le chantier de plomberie qui a été réalisé dans notre maison. Alors, la somme, elle n'est pas énorme, mais monsieur, elle ne comprend pas pourquoi vous ne la payez pas. Est-ce qu'il y a un souci particulier, Jules? Bien sûr, il y a un souci. Ah, alors dites-nous. J'ai rien à dire, c'est elle qui doit savoir. C'est elle qui doit savoir. Ok, voilà, au moins c'est une explication très claire. Et ça, vous l'avez dit au juge, l'entreprise Quenot? Allô? Bon, alors on est en... là, il est parti. C'est magnifique, mais encore une fois, vous voyez, moi je trouve intéressant ces réponses parce qu'elles prouvent bien qu'on peut faire quand même n'importe quoi dans ce pays. Il n'a pas le moindre stress, il a été condamné, il a donné une fausse intervention, on l'appelle pour lui donner une explication. Demandez-lui à elle pourquoi, il y a un problème. C'est-à-dire qu'encore une fois, je pense que nous avons quelqu'un qui est en déni de jugement et qui dit non. Parce que le jugement ne doit pas lui aller. Ça lui va pas, donc je paie pas, le jugement ne me va pas. Non, voilà. Je pense qu'on se trompe d'objet, parce qu'en réalité, il y a deux litiges. Il y a donc là, vous avez raison Julien, il n'a pas honoré la condamnation pénale, c'est un premier point, puisqu'il a été condamné effectivement pour faux usage de fausses attestations décennales. Et deuxième élément, vous avez versé plus de 5 000 € et on a un abandon de chantier, donc inexécution contractuelle fautive. Et sur ce point-là, à mon avis, c'est sur ce terrain-là qu'il est, en me disant, vous avez une explication. Alors, je ne sais pas quel a été le litige, mais en tout état de cause, lui, il est en faute et il doit vous rembourser la compte, ou en tout cas une partie de la compte, parce que les travaux ne sont pas exécutés. Sacha Pasquali, musique de la Panthère Rose. Essayons d'avoir un dialogue avec ce monsieur qui est donc dans une belle résidence. Je précise que lors de son enquête, le journaliste a appelé et le monsieur disait, je suis sur un chantier, je ne peux pas vous parler, donc continue de bosser apparemment, Stan. Hein. Exactement. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Sacha, allez-y, dites-nous. Alors, je suis devant l'interphone et je sonne, il y a bien son nom, et c'est en train de sonner. D'accord, c'est le fameux appel en cours. Oui, allô, bonjour. Non, pour l'instant, ça ne me parle pas, mais ça sonne plus. D'accord. Mais alors, bonjour, Jules. Oui, bonjour, Jules. Sacha Maxime Pasquali, je suis journaliste pour RTL. Je viens vous voir, vous avez eu Julien Courbet il y a quelques minutes au téléphone pour discuter du cas de Virginie Picot. Est-ce que c'est possible qu'on puisse se parler? Proposez-lui de vous parler en antenne, juste de vous expliquer ce qui se passe. Il descend, Julien. Ah, il descend, super. Alors, stop, parfait. En attendant... Merci, je vous attends. Parfait. Alors, voilà, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce monsieur. Thomas Renard nous rejoint. Thomas Renard, je le rappelle, dans l'émission. Ça peut vous intéresser, Maître Hadou, puisque lui, il détecte les arnaques sur les réseaux sociaux et il nous en parle. Vous allez voir, c'est une petite rubrique... sympa, ça casse pas trois pattes à un canard pour autant. Après, il fait avec ce qu'il a. De côté, il se débrouille pas si mal. J'adorerais présenter une émission comme ça où on pourrait dire naturellement, vous allez voir, c'est une petite rubrique, ça casse pas trois pattes à un canard, ça fait passer 4 minutes, ça lui fait plaisir, sa mère aussi. Non, c'est super intéressant ce que vous faites. Et devant tous les jours d'ailleurs. On y va. Aujourd'hui, Julien, je vais vous parler des jeux concours sur les réseaux sociaux. Je suis sûr que vous en avez tous vu passer lorsque vous êtes sur Facebook ou Instagram. L'idée, elle est assez simple. Ce sont des influenceurs, ceux que vous suivez, qui vous proposent de gagner un iPhone, une voiture ou des ordinateurs. Et j'ai enquêté là-dessus. Il faut que je sois complètement franc avec vous. En fait, ceux qui jouent et qui gagnent, ils reçoivent vraiment les gains. Donc en fait, là-dessus, il n'y a pas vraiment d'arnaque. Mais c'est finalement ça le problème. Puisqu'il y a des petits malins, des arnaqueurs qui vont profiter du fait que les concours sur les réseaux sociaux, ça fonctionne, pour créer des faux concours. Alors, je vous ai sélectionné justement plusieurs exemples pour illustrer tout ça. Pour commencer, il y a quelques mois, un influenceur qui s'appelle La Boiserie et qui est passionné par les voitures a tout simplement voulu faire gagner plusieurs voitures à ses abonnés. Il a donc créé un concours. Mais très rapidement, il y a eu un faux concours où là, pour s'inscrire, il fallait payer. Et évidemment, vous l'avez compris, à la clé, il n'y avait rien du tout. À cause de ça, les influenceurs qui donc créent des vrais concours sont obligés de faire des vidéos pour prévenir tous les abonnés. Attention, il y a aussi en même temps que le vrai concours, des faux concours qui sont sur les réseaux sociaux. Ça devient compliqué. Regardez la vidéo de La Boiserie. Les amis, je vous fais ce petit TikTok dédié à la plateforme parce qu'on est devant des petits flibustiers
qui s'amusent à créer des faux concours. Je vous le dis pour que ce soit bien clair. Il y a beaucoup de trucs. Je fais gagner ma Lambo, je fais gagner mon Classe G, je fais gagner ma BMW M4, je fais gagner ceci, je fais gagner cela. Il reste 3000 tickets, 1,50 €, machin. C'est totalement faux. Ça ne vient pas de moi. Ce n'est pas mon compte Instagram et ce n'est pas mon compte TikTok. Juste, je peux vous poser une question, mais lui, il fait vraiment gagner, il fait un concours honnête. Oui. Mais comment il fait? Enfin, d'où il finance ses voitures? Alors, en l'occurrence, sur ce concours, il était financé. Donc, vous achetiez les t-shirts qu'il vend, donc qu'il vendait une 30aine d'euros, et en achetant le t-shirt, en plus de ça, vous aviez en fait votre ticket pour la loterie. Pour le gagnant. Ah oui, mais comment il paie la voiture? C'est ce qu'on appelle un jeu avec obligation d'achat. C'est légal, mais il faut le dire. Mais oui. il faut le dire. Alors c'était les deux. En partie les t-shirts qu'il finançait, et en plus, en l'occurrence, ce youtubeur a beaucoup d'argent. Il aime le faire partager, un peu dans le même style. Il y a un Américain qui s'appelle MrBeast qui est comme ça, et il y a de plus en plus d'influenceurs qui fonctionnent en partageant leur argent de cette manière. Ah bah c'est super. Voilà. Ok, alors donc les faux. Et les faux, et vous allez voir, il y a en fait même d'autres méthodes maintenant qui sont générées. Olivier Dauvert, ça devrait vous plaire, puisque vous allez le voir, je vais vous montrer une vidéo entièrement générée par intelligence artificielle. Et cette fois-ci, on n'usurpe plus un influenceur, mais une immense marque, une marque que l'on connaît tous. Vous allez le voir, cette jeune femme prétend avoir gagné un colis énorme de Kinder simplement en ayant répondu à un questionnaire. Honnêtement, quand j'ai vu passer ça sur internet, je me suis dit que c'était une arnaque. Mais j'ai quand même répondu à un petit questionnaire, juste pour essayer. Et là, j'ai gagné cette box Kinder et franchement, je ne m'attendais pas à autant. J'ai vraiment reçu cette box Kinder gratuitement. Alors, si vous tombez sur ce questionnaire, participez! Le truc, c'est que si vous tombez sur ce questionnaire et que vous participez, sans vous en rendre compte, vous allez donner toutes vos informations personnelles. Et là, ça peut aller assez loin, puisqu'on en a eu dans l'émission des cas d'usurpation d'identité qui peuvent aller très loin, avec des faux prêts, des personnes qui usurpent votre identité et qui achètent des voitures. Bref, c'est finalement quand même du sérieux, toutes ces arnaques. Et le vrai souci dans ces faux concours, c'est quoi? C'est que finalement, il n'y a plus les grands influenceurs et les grandes marques qui se font usurper, mais il y a même les tout petits artisans. Puisqu'il y a quelques mois, il y a un boucher, le boucher de Châtellerault, qui a voulu faire plaisir à ses clients. Il a lancé un concours sur Facebook pour faire gagner une trottinette électrique. Donc jusque-là, vraiment, tout va bien. Le truc, c'est que il y a quelqu'un qui a usurpé l'identité du boucher de Châtellerault pour faire un faux concours. Et là encore, le seul but, c'était de voler tout l'argent. Et donc, le boucher de Châtellerault a été obligé de faire lui aussi une vidéo pour prévenir, attention, il y a des faux concours qui circulent sur Facebook. Regardez. Salut les amis, attention, quelqu'un vient de se faire passer pour nous avec le compte Boucherie du Lac Châtellerault. Ne cliquez surtout pas, le gagnant sera annoncé vendredi prochain. Donc c'est pas moi qui vous écris, hein, c'est quelqu'un qui essaie de vous arnaquer. Donc ne prenez pas en compte comme quoi vous avez gagné, ne prenez pas en compte du tout. Et le problème, vous l'avez donc compris, c'est que ces concours, ils fonctionnent pour de vrai. On peut vraiment gagner une voiture, un iPhone, un ordinateur. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais il y a aussi en même temps, à chaque fois qu'un vrai concours est créé, en parallèle, il y en a un faux qui est là pour essayer de vous arnaquer. Donc, quelques conseils. Si jamais vous voulez jouer, c'est possible. Simplement, participez qu'aux concours qui sont entièrement gratuits. Donc, ceux où il suffit de liker, commenter ou partager une publication. Et enfin, si jamais vous êtes l'heureux élu, c'est là où il faut vraiment se méfier, puisque donc, c'est peut-être un faux compte qui vous contacte pour essayer de voler vos informations personnelles. Ce qui est juste dingo, c'est maintenant le nombre d'influenceurs. Enfin, c'est-à-dire qu'ils lancent des concours surtout dans tous les domaines. C'est des milliers de... Avant, il y en avait 5, 6, 10. Maintenant, c'est des milliers. Allez savoir quel est le bon et pas le bon. La raison pour laquelle il y a autant de concours, c'est que pour participer, faut avoir une interaction avec la publication. Et donc, ça fait énormément de publicité à l'influenceur. Et donc, ils ont un intérêt à lancer ces concours, tout simplement. Merci beaucoup, Thomas. Merci à vous, Julien. Je vous demandez de passer par cette sortie, s'il vous plaît. Là, allez-y, à gauche, voilà. Non, c'est une blague, il n'y a pas de sortie. Voilà. Il est sympa. Il est sympa. Alors, on s'amuse comme on peut avec des petits moyens. Voilà, c'est notre petit divertissement. Stanislas Vigneault, les gens doivent commencer à se dire, l'émission est longue. Comment peut-on les rassurer? En leur disant que c'est bientôt fini. Tenez bon. Bravo. Sérieusement. Plus sérieusement, nous avons notre Sacha qui est en train de discuter. Sacha Pasquali, envoyé spécial sur le dossier de Virginie. L'artisan
client est venu à sa rencontre. Malheureusement, il lui a demandé de couper son téléphone portable pendant qu'il se parlait. Donc pas de souci. On lui a dit, discutez ensemble 5 minutes et Sacha nous rappellera dès qu'il aura terminé. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc je ne peux pas trop vous dire ce qui se passe actuellement sur place. J'ai une question pour Olivier Dauvert. On marque une petite pause et on aura le résultat ensuite de ce qu'a dit Sacha pour vous, Virginie. Mais j'ose espérer qu'il va lui dire qu'il va commencer à rembourser. Alors, on y va. Peut-on nous faire payer le sachet aux fruits et légumes? Oui, pourquoi pas après La réponse est oui. On peut tout à fait. Il y a des pays. Alors déjà, je remets le contexte. Vous savez, au rayon fruits et légumes, on se sert, on met des fruits et des légumes dans des sachets. Alors le plastique est interdit. Ce qui ressemble aujourd'hui à du plastique, parce que ça ressemble, c'est des sachets biodégradables. On peut avoir par exemple de l'amidon de maïs, ou alors c'est des sachets en papier, donc qui sont mis à votre disposition. On peut tout à fait les rendre payants, il n'y a pas de problème, et dire au client qui voudrait venir avec ses propres sachets qu'il a le droit de le faire. Il y a des pays, par exemple en Allemagne, où quand vous faites vos courses dans les supermarchés, le sachet il est vendu 2 centimes. Alors c'est plus pour le principe que pour la somme évidemment, parce que 2 centimes c'est pas beaucoup, mais je ne sais plus d'où venait cette question, peut-être quelqu'un qui est frontalier avec l'Allemagne et qui l'avait vu là-bas. Donc est-ce que ça arrivera en France? Ça pourrait tout à fait venir effectivement, parce que rien n'empêche de nous faire payer les sachets aux fruits et légumes de la même manière, et je termine là-dessus, que l'on nous fait payer les sachets en caisse. Stan, il nous reste quelques secondes. Voulez-vous que je vous raconte une histoire drôle? Oui. C'est Bernard Sabat qui sort de chez lui pour aller travailler. Il va dans le parking prendre sa voiture et là il y a un monsieur qui est derrière le pylône du parking et qui lui fait cocu. Ouais, il le regarde, il prend quand même sa voiture, il avance, il arrive donc à son lieu de travail, il se gare et l'homme est encore là, au coin de la rue, et lui fait cocu. Enfin, il s'est quand même gonflé, il va travailler toute la matinée, à midi il va s'acheter son sandwich, quand il descend chez son sandwich, le type est là dans un coin, il lui fait cocu. La fin de journée arrive, il remonte dans sa voiture, dans le parking du boulot, le type est encore là, il lui fait cocu. Donc il rentre chez lui, Bernard Sabat, il dit à sa femme, mais c'est quand même incroyable, il y a un type toute la journée qui m'a suivi en me traitant de cocu. Il va se coucher, le lendemain, il part travailler. Il arrive dans le parking, et là il revoit le type qui lui fait cocu et rapporteur. Tout de suite sur l'antenne. Je suis désolé. Michou. Alors, très rapidement, on reprend Sacha. Pourquoi ? Parce que Virginie est tombée sur un plombier qui, malheureusement, elle a payé, il n'a pas fait le boulot, mais il lui a surtout donné une fausse attestation d'assurance. Elle a dû aller au tribunal. L'homme s'est fait condamner et ne paie pas ce qu'il lui doit. Nous l'avons appelé, il m'a un peu basé. Sacha, vous avez pu discuter avec lui. Qu'en est-il, s'il vous plaît ? Oui, j'ai pu discuter avec ce monsieur qui me dit tout d'abord qu'il ne va pas payer parce que pour lui, Virginie lui doit de l'argent et il ne payera pas tant qu'elle ne payera pas. Mais ça c'est magnifique et c'est pour ça qu'on s'adresse aux tribunaux et à la magistrature. Le jugement, encore une fois, était un bon jugement. Il n'y a rien à dire. Le juge qui s'est occupé de vous l'a fait. Mais qu'est-ce que l'on dit ? Et c'est vraiment une question. Il n'y a aucune animosité dans ce que je dis, aucune malice. Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là quand la personne dit « je ne paierai pas parce que j'estime qu'elle me doit de l'argent ». Il fallait qu'il le dise au tribunal. Il fait sa propre justice, maître Dancoing. Il fait un mélange des genres parce qu'on a l'aspect pénal où il est condamné à de dommages intérêts à hauteur de 3 000 €. Et dans ces cas-là, moi je vous invite à saisir au civil pour demander la résolution à ce moment-là du contrat et demander le remboursement de la compte d'un peu plus de 5 000 € parce que c'est pas la même chose. Lui, il a l'air de dire qu'au niveau du chantier, lui devez de l'argent, pardon. Mais il y a une décision qui l'attaque. Il a produit une fausse attestation. On a quand même assez peu souvent le cas. Bon, alors, il est coupable. Malheureusement, là, c'est la société, s'il veut nous reparler, c'est la société Jules Queneut à Salange. Vous vous rendez compte, il est condamné et il dit non, je paierai pas. Voilà. Et il se passe rien. Si ce monsieur, quelqu'un lui disait, tu sais quoi, pendant 40 week-ends, tu vas venir ramasser les crottes sur les trottoirs si t'as pas d'argent, je peux vous dire qu'il trouverait vite l'argent, mais il s'en fout puisqu'il n'y arrivera rien. Donc vous suivez ses conseils et vous allez cette fois-ci au civil. Voilà, au civil. Et on a quand même un levier, ce qui n'est pas toujours le cas dans les dossiers Julien. Dans ce dossier, la particularité, c'est 60 jours amende, donc il doit payer. Et je pense qu'à la clé, s'il le fait pas, c'est la prison. Et je crois qu'il ne l'a pas fait, mais j'ai pas ces éléments-là. On le sait pas puisqu'il a dit quoi votre avocat ? Je ne pense pas qu'il l'ait fait. Non. Ben voilà, donc il faut que votre avocat maintenant. Et par contre, c'est à vous aussi d'appeler l'avocat en disant on lance les machines, pas à laver. Vous avez compris la machine judiciaire. Sur tous les autres, on va avoir du nouveau. Stan, ça sera bien sûr à suivre dans notre émission. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ?
Rien de spécial, si ce n'est que pour Julie, malheureusement, pas de nouveau de la part de ce monsieur qui nous a raccroché au nez tout à l'heure. Son ex-conjoint qui a été condamné après avoir complètement saccagé leur maison. Du côté de Karine, pareil, l'artisan nous a raccroché au nez. Nous lui avons laissé des messages. Nous espérons que nous allons être contactés dans l'après-midi. Et du côté de Marie, nous avons Karine Garcia, notre envoyée spéciale, à qui on n'a même pas dit bonjour aujourd'hui, mais qui a essayé de contacter, d'aller à l'entreprise pour voir si elle pouvait avoir la preuve que les fournisseurs avaient reçu les commandes de ce monsieur. Et malheureusement, Karine, je crois qu'on n'a rien pu vous montrer. En tout cas, monsieur, merci Karine. Bonjour, pardon, mais monsieur Padini s'est engagé, la société Padini. Donc, ok Karine, c'est bien ça, hein? Oui, c'est bien ça, oui. Bon, ils ont dit qu'ils allaient le faire, donc vous m'appelez dès le lendemain. Pour tous les autres, on se tient au courant, comptez sur nous. Merci, bon week-end à tous, à très vite.